Cette vidéo est réalisée avec le soutien de Terre de France, une collection entièrement fabriquée en France et qui reverse ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Chaque mois, nous ajoutons de nouveaux produits issus du savoir-faire incomparable de nos artisans. Nous avons besoin de vous pour créer un écosystème patriote et responsable. Retrouvez-nous sur terredefrance.fr. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci de nous accorder à nouveau cet entretien chez Livre Noir. Alors vous êtes philosophe, cofondateur de la revue Front Populaire. Vous êtes aussi un écrivain, un auteur prolifique et vous venez justement de faire paraître un brillant ouvrage Anima, qui est le 4e volet de l'étude de l'Homo sapiens après Cosmos en 2015, Décadence en 2017 et Sagesse en 2019. Alors conformément à la tradition de cette émission, je voudrais commencer par une citation que j'ai récupérée dans l'introduction de votre ouvrage et j'aimerais que vous y réagissiez. L'homme meurt vraiment, c'est le seul grand emplacement à craindre. Le transhumanisme travaille à la suite. Étymologiquement, elle sera inhumaine. Oui, je crois que quand Foucault annonce la mort de l'homme dans un livre qui a été beaucoup vendu, pas forcément beaucoup lu, mais c'est devenu une espèce de mode journalistique parce qu'annoncer la mort de l'homme, c'était un peu singulier. On se dit, mais enfin, l'homme, il est bien là, il est bien vivant. Comment peut-on dire que l'homme est mort ou va mourir? Et bien évident que quand Foucault fait cette analyse, il nous dit l'homme en tant que concept qui naît à telle époque et puis qui meurt à telle époque. D'ailleurs, moi j'ai lu le livre Plume à la main et il change beaucoup de dates entre la date de l'origine et la date de la fin. Donc c'est très fluide chez Michel Foucault. Mais il nous dit cet homme-là, il est en train de disparaître, il est mort, il va mourir, comme la vague qui efface un dessin sur le sable, etc. Bon, ce sont les quelques lignes de l'archéologie des mots et des choses. Et je dis, cet homme-là n'est pas mort. L'homme qui va mourir, c'est l'homme dont on va couper la tête. C'est la céphale, d'une certaine manière, pour utiliser un mot que Georges Bataille utilisait. C'est un homme sans tête, parce qu'il ne sera plus qu'une espèce de produit généré par une idéologie assez ancienne. L'homme nouveau, c'est une expression qu'on trouve chez saint Paul. Et saint Paul nous dit que par le Christ, par Jésus le Christ, Fils de Dieu, ressuscité le 3e jour, etc., dans cette communion-là, en Dieu, en ce Dieu-là, eh bien, on va réaliser un homme nouveau qui fait qu'il n'y aura plus ni homme ni femme, ni esclave, ni maître, ni blanc ni noir, que toutes les différences auront disparu. Donc, différences aussi entre les hommes et les femmes, c'est important d'avoir ça en tête. Et cet homme nouveau, eh bien, il est annoncé par saint Paul dans une configuration qui est celle de la parousie, c'est-à-dire le Christ qui revient sur terre physiquement, donc du vivant des gens qui l'ont connu. Moi, je défends la thèse mythiste, je ne pense pas qu'il existait historiquement, et qu'il a existé comme concept, mais bon, admettons qu'il ait existé. À l'époque, la parousie, c'est Jésus reviendra de votre vivant, et ça veut dire en gros 30 ans, 40 ans, 50 ans, disons 100 ans si on veut aller vite. 100 ans ou 70 ans, ça fait l'an 100. Et en l'an 100, eh bien, il est bien évident que Jésus n'est pas revenu. Donc il va falloir s'arranger avec la parousie. Eh bien, avec l'annonce de la parousie, cette idée d'homme nouveau, elle va se trouver laïcisée au XVIIIe siècle avec les philosophes des Lumières. Et on est très étonné de voir, par exemple, sous la plume de Condorcet, qui écrit une vaste fresque des progrès de l'esprit humain. Et dans le 10e tableau, il nous dit qu'il va falloir envisager un jour un mélange entre les animaux et les hommes pour fabriquer une espèce de race supérieure qui pourrait nous être utile comme domestique, par exemple. Diderot reprend cette idée-là aussi, ce qui est quand même assez singulier. On retrouve ça chez l'abbé Sieyès, on retrouve ça aussi chez Maupertuis. Tous ces gens qui commencent à réfléchir dans l'esprit de Rousseau à ce qu'est l'homme naturel. Rousseau nous dit il y a un homme naturel et il est bon. C'est-à-dire quand on trouve un sauvage, quand on trouve un animal, eh bien ils sont bons naturellement, c'est la société qui les corrompt. Et là, on a quelque chose qui permet de distinguer les gens de droite ou les gens de gauche, je pense. À droite, on pense que l'homme est naturellement mauvais et que donc il faut une société susceptible de contenir cette mauvaiseté. Et à gauche, on pense que l'homme est naturellement bon, que c'est la société qui l'a corrompu et qu'il suffit de changer la société
pour pouvoir disposer d'un homme formidable et un homme nouveau. Cette idée du XVIIIe siècle, elle est en cours de réalisation avec les Jacobins, parce que c'est une idée des Jacobins, bien sûr, et ça passe par la guillotine. Donc on nous dit, on va commencer par supprimer l'homme ancien. Donc les curés, les prêtres, les évêques. Les prêtres doivent être jureurs, c'est-à-dire ils peuvent être déistes, un peu dans l'esprit de Jean-Jacques Rousseau, mais sûrement pas théistes. Dieu a créé le monde, puis après il s'occupe de rien du tout. Ça peut être tolérable, ça s'appellera l'être suprême. Mais Dieu, responsable de toute chose, le Dieu des chrétiens, alors ça, il faut en faire l'économie, c'est terminé. Et donc cette pensée-là, elle débouche directement sur la guillotine, on décapite les prêtres, donc je disais tout à l'heure, mais également les scientifiques, mais également les rebelles, mais également les gens qui n'auront pas montré, les aristocrates, les bourgeois, etc., mais qui n'auront pas montré assez de zèle. La loi sur les suspects, c'est ça, c'est de dire, en gros, vous êtes révolutionnaire, mais vous ne l'étiez pas assez, et vous auriez pu le montrer plus, ou le montrer moins. Donc, puisque vous n'avez pas été assez révolutionnaire, allez hop, on vous décapite aussi. On sait que tout ça se termine avec Thermidor, et la disparition de Robespierre, le grand homme de cet homme nouveau, mais l'idée continue dans la tête de ceux qui seront des suiveurs de ces philosophes des Lumières. Je songe à ceux qu'on appelait les idéologues, les cabanistes, les Volney, les Destutt de Tracy, des gens dont on parle assez peu, ce qui est bien dommage, parce que ces gens-là pensent évidemment en termes de positivité, de positivisme, c'est pas exactement Auguste Comte encore, mais ils pensent qu'effectivement la science pourra réaliser cet homme nouveau qui va être formidable, fantastique, etc. C'est repris chez Marx en 1844 dans ses manuscrits. Il nous dit que la révolution socialiste qui installera le communisme permettra la production d'un homme nouveau. Cet homme nouveau, il sera capable de jardiner le matin, de dessiner les plans de sa maison dans la matinée, de la construire le midi. L'après-midi, il écrira une symphonie. Le soir, il fabriquera un poème. Et puis, avant d'aller dîner, il fabriquera un repas formidable. Et puis voilà, c'est un homme total, il sait tout faire. Il est plus intellectuel ou manuel, il est tout autant l'intellectuel et le manuel que l'on peut imaginer, et c'est l'homme total que doit réaliser le communisme. La révolution bolchevique se propose de fabriquer un Homo soviéticus à partir de 1917, et dans les années 20, le fascisme répond à cet Homo soviéticus en disant « va pour un homme nouveau », mais c'est pas cet homme nouveau qu'il nous faut, il en faut un autre, mais on garde la notion d'homme nouveau. Donc on voit que cette idée-là, elle voit le jour chez certains philosophes des Lumières, que Marx en fait une théorie au XIXe siècle, que le XXe siècle le reprend côté nazi, et côté fasciste, et côté bolchevique, et qu'aujourd'hui, comparaison n'étant pas raison, évidemment, je ne voudrais pas dire de Sandrine Rousseau qu'elle est assimilable à Hitler ou à Staline, mais quand Sandrine Rousseau et les déconstructivistes et les wokistes nous parlent de la nécessité de déconstruire l'homme, eh bien, s'ils veulent un homme déconstruit, c'est pour le reconstruire. Donc on voit bien ce que c'est qu'un homme déconstruit. C'est un homme qui a fait fi de toute virilité, donc qui fait la cuisine, la vaisselle, le ménage, qui est gentil, qui n'est pas viril, qui doit aujourd'hui, je ne sais pas, porter des tatouages, des boucles d'oreilles, qui doit pouvoir se transformer en femme s'il le souhaite pour pouvoir porter des enfants. Enfin voilà, l'homme nouveau, assez probablement. Elle n'a pas beaucoup théorisé toutes ces choses-là, Sandrine Rousseau, mais on voit bien les gens qui sont avec elle et qui théorisent un peu tout ça. Et je crois que cet homme nouveau n'est pas terrible, parce qu'il nie la nature humaine, et il existe une nature humaine, cette idée de dire, vous avez une petite fille de 8 ans qui a envie de changer de sexe depuis l'âge de 4 ans, c'est normal, ça s'appelle une petite fille déconstruite, il faut déconstruire l'homme pour fabriquer un homme nouveau, et je pense que ces projets extravagants, d'un point de vue de la théorie, sont des projets auxquels travaillent concrètement, très concrètement, des gens comme Elon Musk. Et Elon Musk est un individu qui, avec les sociétés qui sont les siennes, Neuralink, SpaceX ou Tesla par exemple, ou Hyperloop, enfin, travaille à ce projet-là. Neuralink, c'est une société dans laquelle on travaille au puçage des individus humains. On estime que l'âme de l'homme, ce sont les traces qu'il a laissées sur le net, les datas. Et donc, quand on laisse des traces, elles sont susceptibles d'être récupérées, numérisées. Donc, elles sont susceptibles d'être déplacées, et on peut les remettre sur un autre support. Comme une clé USB vous permet de transporter un fichier sur un autre ordinateur. Eh bien, on pourrait imaginer que l'âme d'un être, en tant que cette âme est définie comme l'ensemble des datas qu'il a laissées après sa mort, cette âme-là, elle est susceptible d'être repluguée ou pluguée sur un nouveau corps, ou sur un cerveau, ou rien que sur un cerveau. Et il faut envisager une espèce de transhumanité à laquelle Elon Musk, mais aussi les gens des GAFAM travaillent, c'est-à-dire que Neuralink, par exemple, SpaceX, cette fusée qui permet d'envisager les vols extraterrestres,
pour aller dans la direction de Mars, mais aussi pour aller du côté des exoplanètes, pour chercher des planètes sur lesquelles peut-être l'homme pourrait continuer à vivre. Il faut rappeler que l'astrophysique nous enseigne que notre étoile explosera, que le Soleil explosera dans 4 milliards et demi d'années, je crois, et que le réchauffement va continuer. Le réchauffement est peut-être anthropique, il y a une cause humaine, mais c'est sûrement pas une cause déterminante. Je rappelle qu'avant les hommes, il y a des périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement de la planète, et que conséquemment, si les hommes ne sont pas là, le réchauffement n'est pas en relation avec l'activité des humains. Alors je ne nie pas que 9 milliards d'individus sur la planète qui produisent du gaz carbonique, ce soit sans effet sur la planète, mais je pense que c'est peanuts par rapport au mouvement cosmique, au mouvement de l'astrophysique. Et Elon Musk a bien compris qu'effectivement, quand cette Terre aura disparu parce qu'elle disparaîtra, même si on a des moteurs électriques ou des moteurs à hydrogène ou qu'on a transformé les éoliennes en produits performants, ça ne suffira pas pour sauver la planète, c'est prévu, et il ne peut être question que de sauver les hommes en partant sur une autre planète, et donc d'où le travail avec Neuralink, d'où le travail avec SpaceX, d'où le travail avec Tesla. Quand on achète une voiture Tesla et qu'on a l'impression d'avoir une belle voiture toute moderne avec de l'informatique partout, et bien on travaille simplement à la production de l'intelligence artificielle. C'est comme ça que Elon Musk travaille à ces choses-là. Donc il met au point une intelligence artificielle, et quand on aura un homme nouveau qui sera produit de l'intelligence artificielle, qui sera pucé grâce à Neuralink, et qui aura des souvenirs de choses qu'il n'aura pas vécues et qui n'aura pas le souvenir de choses qu'il aurait pu vivre par lui-même, et qui aura éventuellement une vie totalement virtuelle. On peut imaginer que s'il faut partir vers des planètes lointaines et qu'il y a 20 ans ou 30 ans de vie à passer dans un vaisseau spatial, eh bien, on peut être désincarné, on pourrait ne se réduire qu'à son cerveau, et finalement, on sait bien que si on sollicite le cerveau, eh bien, on peut être en plein milieu de la forêt et puis sentir les odeurs des arbres alors qu'on n'est pas dans la forêt. On peut, avec des combinaisons haptiques, etc., enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais on peut produire un nouveau corps totalement virtuel, puisque tout est dans le cerveau, et ces gens-là travaillent à ça. Donc je pense que, les gens du transhumanisme, donc je pense que le grand remplacement qui est à craindre, c'est le grand remplacement de l'homme par le post-humain, et que les gens qui travaillent à ce projet-là existent aujourd'hui, ce sont tous les gens des GAFAM, les Zuckerberg, les Bill Gates, les Elon Musk, enfin tous ces gens qui ont travaillé ou travaillent aujourd'hui dans l'esprit des GAFAM sont sur ce projet-là. Alors justement, c'est ce qui est passionnant, je trouve, dans l'ouvrage Anima, c'est qu'en fait, vous expliquez beaucoup de choses qui se produisent aujourd'hui, qui sont très technologiques, à travers justement l'étude de l'âme, une étude de l'âme que vous creusez jusqu'à la préhistoire, alors plus sous la forme de l'hypothèse à ce niveau-là, en passant par les Égyptiens, le christianisme. Avant d'essayer de creuser ces éléments-là, comment vous définiriez l'âme? Qu'est-ce que l'âme? J'ai trouvé une belle expression chez De la part de Spinoza. quelqu'un qui n'est pas chrétien, par exemple, Oui, ou pas croyant, c'est toujours intéressant. oui, parce que je pense que le christianisme a préempté l'âme et la spiritualité en disant l'âme c'est nous, et en dehors de nous il n'y a pas d'âme. Et la spiritualité, c'est nous, et en dehors de nous, il n'y a pas de spiritualité. Donc il faudra que Pierre Bell, par exemple, puisse parler d'un athée vertueux pour expliquer que non, on peut être athée et en même temps vertueux, que la morale, ça n'est pas le privilège des croyants, que Dostoïevski a tort de dire que si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est quand Dieu existe que tout est permis. Dieu reconnaîtra les siens, massacrés. Et qu'on doit pouvoir travailler à cette question de l'éthique indépendamment de la religion, de la spiritualité indépendamment de la religion, et de l'âme indépendamment de la religion. Donc oui, je démarre très tôt. Alors l'hypothèse, pour une raison bien simple, c'est que ce qui nous reste de la préhistoire est quand même limité. Tout ce qui a pu être écrit, inscrit ou porté sur des supports végétaux, ça a disparu. Même éventuellement des supports, le bois, peut-être même des matériaux qui sont corruptibles, eh bien, ils ont été corrompus et toutes ces traces ont disparu. Tout ce qui a pu être langage ou expression particulière, tout ce qui a pu être danse, comme on dit aujourd'hui en matière d'art premier, c'est-à-dire que quand on dit un masque, on a l'impression que c'est ce qu'on met sur le visage. Le masque, c'est l'ensemble de la cérémonie. C'est-à-dire que c'est le vêtement, c'est la danse, c'est la chorégraphie. Enfin, le masque, c'est ça. Eh bien, quand il y a eu du masque dans la préhistoire, évidemment, il ne nous reste plus rien. On ne sait pas du tout. On voit un crâne d'ours, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de visiter Chauvet et Lascaux, les deux, les vrais
quand on voit ce crâne d'ours posé sur une pierre et qu'on voit des pierres qui ont été disposées presque comme pour faire un hémicycle, on se dit quelque chose a eu lieu, mais quoi? Et il est bien évident que la tête de l'ours, elle a été l'objet d'un culte, d'une célébration, on sait pas quoi exactement. Donc évidemment, c'est comme si on trouvait aujourd'hui, une, euh, après une explosion atomique, 3 pages de la Bible, un morceau de crucifix, et puis une médaille de Sainte Thérèse de Lisieux. Est-ce qu'on pourrait reconstituer la religion chrétienne à partir de ça? Je suis pas très sûr. Enfin, je suis même sûr du contraire. Donc, je suis dans des hypothèses que j'ai vérifiées moi-même. Moi, je crois vraiment que c'est Ernest Haeckel, je crois, un biologiste du 19e siècle, qui a dit que l'ontogénèse récapitulait la phylogénèse. L'ontogénèse, c'est l'histoire de l'être, et la phylogénèse, c'est l'histoire de l'espèce. Et de fait, quand nous naissons, nous avons un moment de vie aquatique dans le ventre maternel, puis à un moment donné, on sort au monde, on arrive au monde, puis on marche à 4 pattes, puis on devient bipède, et puis on accède au langage, puis etc., etc. Et cette histoire d'un individu, c'est l'histoire de l'humanité. Et il se fait que j'ai perdu ma compagne de 37 années de vie commune, et que quand je l'ai vue morte, allongée à la morgue, mon premier sentiment a été de nier la mort et de me dire, elle n'est évidemment pas morte, elle va me parler, elle va ouvrir les yeux, elle va me regarder, elle va me sourire, elle va bouger, évidemment rien. Et je me suis dit, je suis en train d'assister à la naissance de la religion ou du religieux, personnellement, en moi. C'est-à-dire que le religieux surgit quand on ne veut pas composer avec le réel qui est la mort. C'est nettement plus facile de dire, mais bien sûr qu'elle n'est pas morte. Et si elle ne bouge pas, c'est que de toute façon, une partie d'elle est toujours vivante, et on crée l'âme. Et on crée l'âme parce qu'on se dit, il y a une partie d'elle qui survit. Il y a une partie d'elle qui donc me voit, ou etc., etc. Ce qui permet à Jean-Paul II, à Benoît XVI, quand il célèbre les obsèques de Jean-Paul II, de dire, devant le cercueil de Jean-Paul II, accoudé au balcon de la maison du Seigneur d'où il nous regarde, etc., etc. On se dit, tiens, c'est drôle, un mort est accoudé au balcon de la maison du Seigneur et nous voit en train de célébrer ses obsèques. Je me dis, c'est quand même drôle d'imaginer qu'un mort peut être accoudé au balcon de la maison du Seigneur. Ça veut dire que la maison du Seigneur, c'est un genre de château avec un balcon. Donc, il doit probablement y avoir, je sais pas quoi, des toilettes, une salle à manger, des portes, des rideaux, et que le mort peut nous voir en étant accoudé, c'est-à-dire il a gardé ses coudes. Et puis, je me dis, c'est quand même sidérant qu'on puisse dire ça. Qui plus est, Benoît XVI, pour lequel j'ai toujours beaucoup de respect, parce que grand herméneute, grand exégète, philosophe, formé à l'école phénoménologique allemande. Et je me dis, mais comment peut-on dire une chose pareille? Là, c'est la pensée magique. Je pense qu'on peut être agrégé en théologie ou agrégé en philosophie et être tout de même dans la pensée magique, et devant la mort, on est dans la pensée magique. Et moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma compagne, enfin, et puis d'autres personnes qui m'ont été chères, et j'ai ressenti exactement la même chose à chaque fois. C'est-à-dire, devant le cadavre, on n'y croit pas. Et on se met à créer quelque chose qui nous permet de vivre avec ça. La Rochefoucauld disait, ni le soleil, ni la mort ne se regardent fixement. Et à ce moment-là, on commence à fabriquer une âme. Et là, on se dit, mais elle est partie, elle me regarde, elle est ailleurs. On fabrique un arrière-monde. Et c'est le principe de la religion. La religion, il nous dit, il y a ce monde, il est fautif, c'est Platon, c'est le monde des sens, c'est le monde empirique, c'est un faux sens, c'est un faux monde. En revanche, ce qui donne sens à ce monde, c'est le monde des idées. C'est un autre monde. Le nouménal, dira Kant un petit peu plus tard, et les religieux, les croyants nous disent tous, non, la vérité de ce monde-ci n'est pas dans ce monde-ci, c'est dans un autre monde, dans un alter-monde. Et l'athée que je suis dit non, tout est là, et y compris le paradis, l'enfer, le purgatoire, que nous fabriquons, eu égard à la mort avec laquelle on ne veut pas vivre. Donc évidemment, je crois à l'existence de l'âme, mais pas à l'existence d'une âme immatérielle. Cette âme immortelle, dont certains, je ne veux pas être grossier, mais certains individus nous ont dit qu'ils l'avaient pesée. Donc voilà, quand vous êtes en train de mourir, on vous met sur une balance, et puis au moment où vous mourrez, paf, on regarde et on dit, bah, vous avez perdu 0,10 g, donc bah, une âme, ça pèse 0,10 g. Je me dis, il vaut mieux des gens qui est vraiment la foi du charbonnier, plutôt que ces gens qui pensent que Dieu peut être prouvé par la science ou par ce genre de choses. Donc je crois que cette âme-là, elle évolue. C'est l'histoire de mon livre, Anima, c'est-à-dire de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. On a donné des formes différentes à l'âme. Et l'idée, c'est que
elle est spirituelle, elle est immatérielle, elle est immortelle, puis au fur et à mesure, se pose la question de sa substance. Et Descartes dit, bah, il y a de la substance étendue et de la substance pensante. Et puis, bah, j'ai coupé des corps, j'ai regardé des cerveaux. Alors, dans le cerveau, il y a deux hémisphères, et puis on voit qu'il y a deux yeux, il y a deux narines, il y a deux oreilles, il y a deux jambes, il y a deux bras, que tout est double finalement. Et dans le cerveau, il n'y a qu'un truc qui n'est pas double, c'est la glande pinéale, l'épiphyse, comme on dit aujourd'hui. Et il dit, bah, le lieu où il n'y a pas de double, le lieu 1, c'est le lieu de l'union de l'âme et du corps. Alors on lui dit, ah, mais alors l'immatériel se rejoint au matériel, mais comment ça se fait? Et comment ça se réalise? Alors évidemment, il y a Rélius qui envoie des lettres. Descartes ne sait pas trop bien répondre. Et évidemment, c'est pas facile de dire que de l'immatériel se trouve dans du matériel, dans une liaison qui se fait dans une petite noisette qui est dans le cerveau. Et les matérialistes finissent par dire, bon, allez, c'est très clair, la substance étendue, c'est de la substance pensante, c'est de la substance étendue. Et donc, il n'y a qu'une seule substance et elle est diversement modifiée. Alors, à partir de ce moment-là, évidemment, dès qu'on a de la matérialisation, ce sont des atomes. Sade nous dit, mais c'est des atomes, mais il y a de l'électricité. Donc, on dit, tiens, il se passe quelque chose dans les atomes, c'est l'électricité, c'est la vie, c'est le vivant. Et puis nous, on est aujourd'hui dans le numérique. Alors, je n'oublie pas votre question. Moi, je pense que l'âme existe, mais qu'elle est, je le disais tout à l'heure, cette belle formule de Spinoza, ce qui enveloppe le corps, c'est-à-dire que c'est ce qui fait l'être d'un être, l'âme, hein. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que quand je vous parle de quelqu'un qui vous est cher, vous savez qui est ce quelqu'un qui vous est cher, même si ce quelqu'un n'est pas présent avec vous. C'est-à-dire une allure, un tempérament, un caractère, une silhouette, une voix, une façon d'être, une façon de faire, une carnation, une couleur de peau, une couleur d'yeux, de cheveux, etc., une silhouette, enfin, faites le total de l'être, et vous disposez de l'âme de l'être. Et il est bien évident que cette âme, elle est incomparable. Enfin, je pense même que les jumeaux m'ont intéressé très tôt, les vrais jumeaux. D'ailleurs, j'aimerais bien rencontrer pour des vrais, je suis toujours fasciné par les jumelles, mais j'aimerais les rencontrer pour leur poser des questions philosophiques en disant, mais euh, quel est, quel est l'écart entre deux êtres quand finalement il y a un même œuf coupé en deux et que on a deux êtres semblables? Et si vraiment l'âme, c'est l'être de l'être dans un être, eh bien, comment ça marche avec l'un et l'autre qui sont coupés, divisés, séparés? Voilà. Bon, ça, c'est une question personnelle, enfin une question que je me pose personnellement, mais je crois que Marie-Claude, dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, eh bien son âme, c'est ça, c'est son regard, son sourire, sa façon d'être, de faire, c'est la façon qu'elle avait de parler, de dire, de penser, son sourire, son regard, enfin, toutes ces choses-là. Et ces choses-là, évidemment, quand elle meurt, cette âme ne dure que dans le cerveau de ceux qui l'ont connue, et donc dans le mien, et ne durera que dans l'âme de ceux qui l'ont connue. Et puis il arrivera un moment donné où on saura des choses sur elle parce que j'aurai écrit des choses sur elle, et où des gens qui diront des choses qui auront été rapportées mais qui ne l'auront pas spécialement connue. Donc on voit que cette âme, elle s'en va doucement. Et puis moi, je suis toujours touché dans les cimetières, que j'aime toujours beaucoup. Je n'ai pas une passion pour les cimetières, j'y vais pas non plus pour m'y reposer ou comme ça, mais enfin, je veux dire que quand je me retrouve dans un cimetière, j'ai toujours de l'émotion pour les vieilles tombes. Euh, Baudelaire qui disait que les morts ont de grandes douleurs, mais je pense qu'il y a un moment donné où les morts sont morts, vraiment morts, c'est-à-dire qu'en plus personne ne s'en souvient. On a là une tombe effondrée, je suis en train d'acheter une concession pour moi et ceux que j'aime, dans mon cimetière, dans le cimetière d'à côté de mon village natal, puisque c'est devenu une grande commune maintenant. Et quand je vais dans ce cimetière pour voir où je veux être, et que je vois des tombes où il n'y a plus rien, plus personne, de temps en temps un bout d'os qui sort comme ça, des noms effacés, des croix tombées, cassées, rouillées, que la rouille a réussi à casser, je me dis, bah oui, le temps efface tout, y compris tout ça, et l'âme meurt véritablement quand il n'y a plus personne pour la présentifier. Et, et donc je crois à cette âme-là, mais évidemment elle est éminemment matérielle. Elle est pour le coup assez susceptible d'être dupliquée euh, sur le terrain du virtuel. Bien évident qu'on pourrait refaire une espèce de poupée siliconée qui ressemblerait à Marie-Claude, qui penserait comme elle, qui etc. etc. Enfin, mais ce serait pas elle. Mais l'intelligence artificielle le pourrait. Donc il y a un moment donné où cette espèce d'immortalité à laquelle aspirent les transhumanistes, elle est peut-être envisageable parce qu'il pourrait subsister dans le cerveau quelque chose qui durerait tout le temps.
on pourrait enlever ou même supprimer des corps, des jambes. Il y a un très beau texte de Schopenhauer qui nous dit que, enfin des pages, il n'y a pas vraiment un texte là-dessus, mais des pages dans Le monde comme volonté, comme représentation, où il nous dit que nous sommes notre cerveau. On n'attend pas ça de quelqu'un comme Schopenhauer, on pense que le fameux vileux, la volonté, c'est très immatériel, etc., etc. Mais tout est dit dans le titre, Le monde comme volonté, comme représentation d'un cerveau. Et donc nous sommes notre cerveau. Je pense que la matérialisation du cerveau, euh, la numérisation du cerveau, la possibilité de faire durer le cerveau indépendamment du corps qui est le sien, des gens travaillent sur ce sujet-là, ce sont les transhumanistes, et ils y parviennent, ils y travaillent. Je disais l'autre jour à un ami qui vient de prendre sa retraite de commandant de bord à Air France, qui est un ami très cher, que entre Louis Blériot, entre la première traversée par exemple de la Manche ou de l'Atlantique, et puis André Turca qui pilote, qui fait les essais du Concorde, avion supersonique de ligne, et c'est passé 60 ans. Et donc, je dis, entre l'avion qui est fait avec du balsa, du tissu, un petit moteur, le pilote est à l'air libre, etc., des petits machins qui sont très fragiles, un coup de vent, il n'y a plus rien du tout. Et puis, un avion supersonique, moi, j'étais dans un avion un jour quand on nous a dit sur votre gauche, décollage du Concorde, évidemment j'étais sur la droite, mais j'ai entendu le bruit de cet avion, et je dis, en 60 ans, regardez ce qui s'est fait. En 60 ans, je pense, je ne serai plus là pour ça, mais 60 ans d'intelligence artificielle, ce sera considérable. Considérable. Tout de suite, ChatGPT fait des choses inquiétantes, étonnantes, mais c'est Blériot sur son petit avion. C'est essentiellement ça. Pas grand-chose pour l'heure. Mais ça ira vers ça. Et je pense que quand on sera à des fabrications, à des saisies d'intelligence artificielle ou à des fabrications d'intelligence artificielle, par des intelligences naturelles, évidemment. Derrière une intelligence artificielle, il y a toujours une intelligence naturelle, donc toujours une idéologie pour la produire. Eh bien, je pense que cette nouvelle définition de l'homme est à l'origine de l'âme, est à l'origine d'une nouvelle définition de l'homme, et que c'est ça qu'il faut évidemment craindre. Vous avez travaillé pendant plus de 400 pages sur cet ouvrage. On comprend aussi qu'il y a des raisons un peu personnelles et humaines dans cette enquête. Ça me pousse, et c'est pas du tout une question que j'avais préparée, mais ça me pousse à une autre question, c'est euh, comment vous arrivez à vous projeter au niveau de l'immortalité de votre propre âme? Parce que vous avez étudié vraiment tout ce qui s'est fait sur l'histoire, vous le projetez sur des personnes que vous aimez, que vous avez aimées, mais est-ce que vous arrivez à le voir pour vous-même? Sachant que vous avez aussi une vision qui n'est pas croyante, donc quelle est la vision? Comment vous arrivez à voir la suite? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'envisagez pas au niveau de la mort? Ah mais moi j'ai l'obsession des longues durées. C'est-à-dire que tout disparaîtra. Et moi compris, et mes traces, tout ça disparaîtra. Et j'ai une conscience très aiguë de la finitude de toute chose. C'est encombrant et c'est plutôt pas mal aussi de voir sur la longue durée. Donc je pense dès à présent de mon vivant que quand j'ai commencé à lire, à écrire, je veux dire, le rapport au livre n'était pas le même qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard. Dans 30 ans, ce sera terminé les livres. C'est déjà plus ou moins terminé. Les meilleurs livres, ce sont aujourd'hui des BD, des mangas, ce sont des livres sur les chiens, les chats, les roses, ce sont des livres de développement personnel, ce sont des livres de vedettes du spectacle, de footballeurs ou de je ne sais quoi, des livres qui n'ont pas été écrits par ceux qui les vendent. Et puis voilà. Et vous ajoutez, je ne sais pas quoi, un Houellebecq, une Amélie Nothomb, un Guillaume Musso, ou des gens qui font des grosses ventes, et mettez tout ça de côté, et vous regardez ce que c'est qu'un livre et la vie d'un livre. Donc je crois que c'est fini le livre. Euh, les gens, maintenant, moi je suis beaucoup dans le train, je travaille beaucoup dans le train aussi, entre la Normandie et Paris. Mais quand vous traversez un wagon, tout le monde est sur son téléphone portable, ou tout le monde est sur son ordinateur. Vous avez des gens qui regardent des films, qui ont des écouteurs, euh, Mais votre bon. réponse est intéressante parce que vous ne vous projetez pas comme un homme qui pourrait mourir, mais comme un auteur et un écrivain. Ah oui, C'est-à-dire que mais votre réponse est vraiment autour du livre. C'est ça oui, que je trouve intéressant. bah, ça me paraît évident que l'homme que je suis va mourir, et que voilà, dans quelques années, quelques jours, ce sera fini et qu'il restera rien de mon corps. Ça, je ne pensais même pas qu'il soit nécessaire de le dire. Je suis poussière, je retournerai en poussière, et voilà, quoi, c'est ainsi.
Mais je pensais à ce qui pouvait rester de moi. Oui, à la Là, j'ai trace. fait 140 bouquins, j'ai beaucoup parlé, donc ça a été beaucoup enregistré. Il y a des textes, il y a des enregistrements vidéo, audio. Il y a eu, je sais plus, une trentaine de coffrets de 13 CD, donc de l'Université populaire que mon ami Patrick Frémaux avait enregistré. Tout ça existe, donc on travaille avec mes amis de Front Populaire à réaliser mon intelligence artificielle Archiver. pardon? Pour archiver tout. Non, pas pour archiver, pour faire un travail empirique. Non, non, pas du tout. Ah non, non. Pour faire un travail empirique qui permettrait à cette intelligence artificielle de se mesurer à mon intelligence naturelle. C'est-à-dire pour dénoncer la supercherie de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on dirait, eh ben, écoutez, on va poser une question à l'intelligence artificielle, et puis dans la pièce d'à côté, Michel Onfray va lui poser aussi la même question, et les deux vont répondre. Et on va mettre face à face en disant que dit la machine et que dit Michel Onfray. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas du tout la suite. La suite, elle est même inquiétante. Imaginez que cette intelligence artificielle, à ma mort, des gens se disent ah, c'est toujours intéressant de faire fonctionner ce truc-là, c'est rentable, on peut lui faire dire ce qu'on veut, comme on veut, etc. Non, ça c'est plutôt effrayant. Non, je pense que l'intelligence naturelle peut se trouver transformée en algorithme et que on peut aujourd'hui faire ça avec tout le monde. Maintenant, vous allez me dire, il vaut mieux évidemment refaire l'intelligence artificielle du général de Gaulle que je ne vais pas faire de mauvais esprit, dire l'intelligence artificielle de Hollande, par exemple, ou de l'intelligence naturelle, mais je veux dire que vous dites, ou refaire l'intelligence artificielle de Napoléon, ou ce genre de choses, vous dites, mais qu'est-ce qui nous reste d'eux, ce qui aura été dit, ce qui aura été écrit, est-ce qu'on est sûr que Lascaz, quand il écrit des choses, il dit vrai? Est-ce que c'était de Gaulle d'Alain Perfit, c'est vraiment ce que le général de Gaulle a dit, ou etc. Donc, pour constituer cette intelligence artificielle, évidemment, il faut déjà s'interroger. Est-ce qu'on la fabrique vraiment en étant honnête? Et quelles sont les conditions d'honnêteté? Et puis, faire un travail d'épistémologie sur cette fabrication-là. Moi, je voudrais justement montrer que on ne remplace pas l'intelligence naturelle dans ses fulgurances. C'est-à-dire, il y a un moment donné où il va se passer quelque chose, vous ne savez pas pourquoi. Moi, ce livre dont vous parlez, là, il y a un moment donné où j'écris le plan. Je me dis, je vais écrire un livre sur ceci, et puis bon, je fais plein de choses, je fais des courses sur la cuisine, la vaisselle, le ménage, des machins, etc. Puis au moment où je suis en train de, je sais pas, de préparer à manger, eh bien, je me dis, ah oui, ça, il va falloir que je voie ça, et puis à un moment donné où je sais que c'est prêt. Pas ma cuisine, mais mon plan. Et là, quelle que soit l'heure, ça peut être, j'arrive pas à dormir, le sommeil ne vient pas, et là je me dis, il faut que j'aille à mon bureau. Je rouvre mon ordinateur, je fais le plan, et le plan vient tout seul. Et alors, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je pourrais très bien dire, bon, il y a Dieu qui m'inspire, qui me souffle les choses à écrire ou à dire, je pourrais croire ça. Est-ce que je le constate? Je constate qu'il y a des moments où quand je fais un gros livre, un livre de philo comme ça, il y a une espèce de maturation et qu'à un moment donné, comme une cocotte minute, c'est prêt. Et ça, je ne sais pas si une intelligence artificielle pourrait faire ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un moment donné où quelque chose aura lieu qui sera l'usage du mécanique et du vivant. C'est paradoxalement très drôle, parce que quand on a un prof de philo qui nous a fait un cours sur le rire chez Bergson, le rire c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Eh bien, je pense qu'on pourra faire du mécanique plaqué sur du vivant le jour où on utilisera des neurones, un cerveau, et du mécanique, et que tout ça sera en relation. Et donc, un peu de neurones dans un microprocesseur, un peu de microprocesseur dans un cerveau, puis beaucoup de neurones. C'est l'homme augmenté un peu. C'est l'homme augmenté. Et alors là, c'est impressionnant, parce que l'autre jour, j'étais dans ma voiture, j'écoutais je ne sais plus quelle radio, probablement Radio Classique, et je remets le contact, et c'était resté sur Radio Classique, et je roule un peu, j'aime beaucoup cette musique-là. C'est quoi? Qui est-ce que ça peut bien être? Et je me disais, c'est Britten. J'avais l'impression que c'était Britten, que c'était une musique anglaise qui résistait un petit peu au dodécaphonisme, au sérialisme à l'époque, l'esprit anglais, etc. Je me suis dit, j'arrive pas à savoir. Je me dis, ah, ça peut être Bernstein aussi. Mais je me dis, non, c'est pas américain, c'est plus anglais, plus subtil. Et puis à un moment donné, la musique s'arrête et puis la personne désannonce en nous disant, eh bien voilà, cette œuvre musicale que vous venez d'entendre a été produite par une intelligence artificielle. Et là, j'ai été très surpris en me disant, mais alors, il n'y avait pas un homme derrière ça. Enfin, si, il y avait un homme, Ouais. mais qui a dit quoi?
j'aimerais bien le rencontrer, cet homme. Parce qu'il a dit, faites-moi une pièce symphonique dans l'esprit de Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, un peu de Bernstein, un peu de, je sais pas, peut-être de Francis Poulenc. Enfin, je sais pas comment il a fonctionné, mais il avait produit une musique très étonnante. Et donc, alors, on sait que j'aime beaucoup mon village natal, Chambois, dans l'Orne. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, ah, j'ai utilisé ChatGPT en disant, faites-moi un poème sur Chambois dans l'esprit d'Arthur Rimbaud. C'est pas terrible. Donc là, je me suis dit, c'est pas du Rimbaud. Et c'est même pas du Rimbaud de prime jeunesse, parce qu'il était même déjà génial. D'abord, le bateau ivre à 17 ans. Et donc, je me disais, bah, ça marche pas vraiment. On peut produire un faux pastiche. Il y a un moment donné où on se dit, bon, on est dans le faux pastiche. Mais je crois que ce qui restera de moi, ce sera rien. Et ça, c'est beaucoup plus sûr comme certitude. Il y a un moment donné où toutes les parties molles disparaissent, il reste plus que du solide, un squelette, puis à un moment donné où le squelette s'effrite, puis à un moment donné où il n'y a plus rien du tout, puis à un moment donné où c'est fini, puis voilà, on ne sait même pas que vous avez existé. Et après, on dira, ah, peut-être, il y avait des gens à une époque qui fabriquaient des livres, des gens qui lisaient ça, mais comment ils faisaient? Et puis, c'est un livre, ça. Ah, ouais, dites donc, c'était une civilisation. La civilisation du livre, vous dites, ah oui, ah bon. Et puis voilà. Mais quel intérêt de dire, mais il y avait un type qui s'appelait Michel Onfray, qui avait écrit un livre qui s'appelait Anima, dans lequel il avait fait une histoire de l'homme. Non, tout ça disparaîtra. Je pense que quand il n'y a plus de compositeurs, mais que ce sont des machines qui font des symphonies, quand il n'y a plus de peintres, mais que ce sont des machines qui font des peintures, quand il n'y a plus que des programmeurs, et donc des maîtres, puis une poignée de programmeurs et une multitude d'esclaves. Donc nous allons vers ça. Et d'une certaine manière, il y a presque une lecture cyclique de cet univers. Nous avons démarré comme des tribus primitives, avec des mâles dominants, des femelles de mâles dominants, plus une marmaille qui suivait derrière, et puis c'était la violence, etc., etc. Puis on est allé sur la Lune, etc. On envisage Mars, puis on retourne vers ça. Si l'autre jour à la télévision, des gens qui font des combats de rue, comme des singes, ils se battent à main nue, pom, 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 et puis alors les gens doivent mettre de l'argent, gagnent de l'argent, puis à un moment donné, paf, indirect, et le type il saute à 3 mètres, et il est raide mort quasiment. Et on se dit, ben voilà, quoi, notre civilisation, elle débouche sur ça. Dans des banlieues, une trentaine de gens sont en train de s'exciter en voyant deux Homo sapiens qui se battent à main nue jusqu'à ce que l'un d'entre eux en mette un par terre. Et puis l'un qui remporte la mise, probablement des femelles qui veulent être les femelles du mâle dominant, et qui sont là, et qui, etc. On se dit, ben, quelle régression considérable. Donc je pense que c'est ce vers quoi nous allons. D'ailleurs, vous parlez de la Lune en introduction Oui. de votre ouvrage, et vous dites que la philosophie n'a absolument pas analysé et réfléchi sur cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est sidérant. C'est-à-dire que bon, j'ai fait un cours sur Gunther Anders, dont je pense qu'il est le plus grand philosophe du XXe siècle. Mais Gunther Anders a passé sa vie à réfléchir sur Hiroshima, sur la bombe atomique. Et un peu sur les voyages dans l'espace, mais enfin, il n'a pas passé sa vie là-dessus. Mais il a beaucoup écrit sur Hiroshima, sur le nucléaire, sur ces choses-là. Et je me dis, mais la bombe atomique a généré des pensées. Et des pensées et des penseurs. Karl Jaspers, qui a fait un bouquin de 600 pages sur l'avenir de l'humanité avec la bombe atomique. Camus a fait un petit texte, un éditorial, dans le genre, on dirait quoi? On dirait 2000 signes aujourd'hui, enfin, rien quoi, un feuillet. Donc on a un peu écrit sur la bombe atomique, assez peu, mais un peu écrit sur la bombe atomique. Rien sur la question du premier pas sur la Lune. Il n'y a pas un philosophe qui ait consacré un livre en disant, il se passe quoi? Il se passe quoi ontologiquement avec ce moment-là? Que moi je vis comme un gamin en disant, ben voilà, les hommes Vous sont avez allés 10 sur ans. la Lune. Oui. Et donc, je vois les images, on entend les bips, les machins, etc. Enfin bon, pour ceux que ça crachouille, l'image est un peu neigeuse. Et puis après, on regarde la Lune, puis on dit, il y a des hommes qui sont allés là, etc. Et j'avais lu un livre d'Alexandre Koyré qui s'appelle Du monde clos à l'univers infini, qui est un livre un peu technique sur Leibniz, sur le XVIIe siècle, et sur l'idée que, à partir du moment où on passe du monde clos, c'est-à-dire géocentriste, la Terre est ronde, elle est au centre du monde, le Soleil tourne autour, etc., et puis le monde est fini. Et puis à un moment donné, on dit, ah mais pas du tout, c'est le Soleil qui est au centre, la Terre tourne sur elle-même, et puis autour du Soleil, et puis de manière elliptique, et puis il y a des mondes divers et multiples, etc., et on passe au monde infini. Et Koyré, comme épistémologue, dit, ça change tout.
ça change tout, cette idée du passage du monde clos à l'univers infini. Et je dis, mais nous sommes passés d'un univers infini à une plurivocité, à une pluralité des mondes infinis. Et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, enfin, hypothèse de la physique quantique, qu'il y aurait des plurivers, des multivers. Et l'hypothèse d'Épicure est une hypothèse que valident aujourd'hui les astrophysiciens en disant non, il y a un univers dans lequel, le nôtre, dans lequel il y a des règles de physique, mais dans un autre univers, ce ne sont pas les mêmes règles de physique. Dans un autre, c'est pas la même chose non plus, etc. Et il y a une multiplicité. Vous prenez la dune du Pilat, qui est la plus grande dune d'Europe, je crois, avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de sable sur je ne sais combien de mètres de long, de large, de hauteur, de profondeur, etc. Imaginez qu'un grain de sable, ce soit un univers, et que vous ayez autant d'univers qu'il y a de grains de sable. Eh bien, cet univers, il donne l'impression d'être infini, même s'il est fini. Imaginez déjà que dans ce tas de sable, il y a obligatoirement des univers qui ressemblent aux nôtres. Un peu, beaucoup, pas trop, dans lesquels il y aurait de la vie, une autre vie, et pas du tout des petits bonhommes verts, du genre ils sont pareils mais ils sont plus grands ou ils sont plus petits, ils ont des oreilles mais elles sont vertes et pointues, ils ont un œil ou trois yeux mais pas deux, enfin bon, ça c'est fictif, mais les hypothèses sur la pluralité des mondes, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Parce que là, on se dit, comment les univers communiquent-ils entre eux? Qu'est-ce qui se passe entre deux grains de sable? Moi, j'ai vu dans le Sahara des choses très étonnantes. On m'a dit, la dune chante. J'ai dit, comment ça, elle chante? On me dit, mais il y a un chant du sable. Et alors, je dis, mais ouais, le chant du sable, c'est quoi? Elle me dit, bah, ça bouge, le sable, tout le temps. Et si on fait silence dans le désert, c'est une expérience que je conseille à tout le monde, d'abord d'aller dans le désert, on a l'impression que on tend la bras et on décroche des étoiles, on est dans la Voie lactée quasiment, dans un noir absolu, dans un silence total, et des fois on entend ce bruit-là. Et ce sont les grains de sable qui bougent, etc. Cette musique du sable, elle existe dans l'univers. Euh, Pythagore parlait de la musique des sphères, de l'harmonie des sphères, etc. Et moi, je pense effectivement que nous ignorons comment les univers s'agencent et que les réchauffements et les refroidissements relèvent de ces processus astrophysiques. Alors, enfin pour le réchauffisme, mais prenons ça aussi en considération. Et il y a un moment donné où, quand on fait un peu d'astrophysique sur les trous de verre, VER, et sur les trous noirs, sur cette idée d'invagination, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des communications qui se font entre les univers, et dans la totalité des plurivers, il y aurait probablement des réseaux, et dans ces réseaux, on ignore tout, mais il se passerait évidemment des choses essentielles, eh bien je pense que nous n'avons pas encore pensé ça. Je pense que nous sommes dans le factuel, on est allé sur la Lune, bon d'accord, très bien, puis après, bah, on est allé sur la Lune. Et c'était Malraux qui disait, mais à quoi bon aller sur la Lune si c'est pour s'y suicider? Et il avait raison, cette idée de dire, mais la technique, les progrès techniques, etc. Oui, d'accord, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait de notre civilisation? Et là, nous allons retourner sur la Lune, alors c'est formidable, on va avoir un métis, une femme, etc. Bon, formidable, on va être dans la diversité, je sais pas, peut-être un chien ou une plante verte pour que toute la création y soit. Et, et après, on va faire quoi avec ça? Toujours rien. Ce qu'on oublie, c'est que quand les Américains arrivent sur la Lune, ce qui commence à toucher le sol avant les hommes, ce sont leurs sacs de déchets, les vomis, les matières fécales, l'urine, toutes les couches, ou enfin je sais pas, les choses qui ont servi, qui ont été sales, quoi, tout ça, ils balancent les sacs poubelles. Et il y a je ne sais combien de kilos d'ordures sur la Lune. Déjà, on a souillé la Lune. Les Américains sont arrivés et il y a le premier qui descend, là, le grand pas pour l'humanité, petit pas ceci, nanana, etc. Puis il y a le deuxième, alors le deuxième il dit, bon, moi je suis avec le deuxième. Il se met à pisser dans sa combinaison spatiale et il le dit. Alors on peut imaginer qu'il a un besoin pressant, ça ne se commande pas, et quand on est comme ça, ben évidemment on fait que ses besoins dans sa combinaison, et puis c'est ainsi. Euh, mais le type, il le dit, il le fait et il le raconte. Il le raconte pas, personne ne le sait jamais. S'il le raconte, évidemment, les autres le savent. Lui, il dit, moi, je suis peut-être pas le premier homme qui a mis le premier pas sur la Lune, mais je suis le premier à avoir pissé sur la Lune. Bravo, mon garçon. Si tu penses que c'est formidable de l'avoir fait, si tu penses que c'est formidable de le dire, si tu penses que c'est formidable pour l'avenir de l'humanité de dire que le premier à avoir pissé sur la Lune, c'est lui, là,
Et donc, je me dis, voilà ce que nous faisons dès que nous sommes en relation avec la nature. On compisse, on chie, on salope tout. Et on n'est pas capable de comprendre le vivant. Quand vous me posiez tout à l'heure la question de ma définition de l'âme, d'une certaine manière, c'est la vie du vivant d'un être, son âme. Et bien là, c'est exactement la même chose. On n'arrive pas à savoir ce qu'est la vie du vivant d'une planète, la vie du vivant d'une coccinelle, ou ce genre de choses. Alors, sur la Lune, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de la photo qui a été prise de la Lune sur la Terre, alors Oui, qu'habituellement, on est habitué justement à regarder la Terre depuis la Terre, à regarder la c'est Lune. ça. Et donc, cette inversion non plus, elle n'a pas été pensée. C'est ça. C'est-à-dire que je dis, mais là, d'un seul coup, on voit une planète et vraiment, les gens nous disent, vous avez vu, il y a pas de frontière là. La planète, elle est une. C'est pourquoi d'ailleurs l'écologie sertant au capitalisme, c'est cette idée de dire, vous avez vu, la planète, elle est sans frontières. Il faut abolir les frontières. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas aux frontières, enfin, les trucs bien connus maintenant, en disant, puis vous avez vu, elle est toute petite, elle est fragile. Fragile, mais enfin, elle continuera à exister alors qu'il n'y aura plus d'hommes sur la Terre. Les hommes sont bien plus fragiles qu'elle. Il y a un moment donné où les hommes pourront plus y vivre. Peut-être assureront-ils leur survie en quittant la Terre, mais il y a un moment donné où la planète va revivre sans les hommes, comme elle a vécu pendant des millions d'années sans les hommes, et elle se portait très bien sans les hommes. Et il se passera plein de choses, il y aura des espèces qui disparaîtront, des espèces qui évolueront, des espèces qui apparaîtront. La vie, c'est ça. Moi, j'ai fait un plan d'eau dans mon jardin, dans ma maison, là. Et l'autre jour, j'ai vu arriver, je ne sais pas comment, j'ai vu arriver des petits escargots d'eau douce qu'il y avait quand j'étais gamin, moi, dans la rivière, et que je n'ai plus jamais revus. Je me dis, ils sont venus comment? Comment sont-ils venus ici? Je n'ai jamais vu de ma vie ces petits escargots dans l'herbe. Je les ai vus dans l'eau, et là, je les vois dans le plan d'eau que j'ai fabriqué. Personne ne les y a mis. Le vivant. Et le vivant, ils se sont déplacés, ils sont venus, ils ont recolonisé. Et l'âme d'un être, c'est ce qu'il fait de sa vitalité. C'est ce qu'il fait du vivant qui est en lui. Enfin, je dis souvent pour expliquer la volonté de puissance que c'est la vie qui veut la vie dans la vie. Et vous prenez l'âme d'un grain de blé, par exemple, c'est ce qui fait que 40 ans, 40 siècles après avoir déposé des grains, par exemple, dans une coupelle, dans une chambre égyptienne, dans une chambre de pharaon, vous prenez ces grains, vous les mettez en terre, vous arrosez, la saison suivante, vous avez un épi. Il s'est passé quoi? Elle était où la vie? Elle était là. Il lui manquait les potentialités. Et pour être, eh bien, je pense que l'âme du grain de blé, euh, c'est invisible, mais il est là. Et que l'âme d'un être, c'est invisible, mais c'est là. Et ça se rend visible, mais c'est nulle part, et c'est partout en même temps. Et si des gens nous disent, il faut de la matière pour ça, et cette matière, on va pouvoir euh, percer son mystère avec l'ADN, par exemple, faire des choses formidables avec l'ADN, avec les molécules, avec la physique quantique aussi, on apprend des trucs avec la physique quantique, et on se dit, mais le fameux chat de Schrödinger, et qui est vivant et mort en même temps, l'idée que des particules et des comportements, et que si on commence à observer la particule, elle se sait observer, et qu'elle va modifier son comportement, on se dit, mais c'est quand même sidérant ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un point de passage avec un autre univers? Est-ce que c'est dans un autre univers que d'un autre univers que la particule reçoit ses informations, qui sera en relation avec la particule qui elle aussi est dans notre propre univers? Ce sont des questions, et ce sont des questions qui m'intéressent, parce qu'il y a un moment donné où on découvrira les modalités des plurivers comme on a découvert un jour l'Amérique. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le nouvel homme contemporain? Alors, vous l'appelez l'homme polypeux. Vous en parlez dans votre conclusion. Pour vous, qu'est-ce que c'est cet homme polypeux? Oui, parce que moi j'aime beaucoup les animaux et je les vois apparaître dans l'histoire des idées, l'histoire de la philosophie. J'ai voulu faire il y a très longtemps, 91, un livre sur l'animal, la métaphore animale chez les philosophes, une espèce d'abécédaire qui aurait démarré avec, je sais pas quoi, amibe, et qui se serait terminé avec zèbre. Et pour faire de la philo comme ça, en disant, il y a beaucoup d'animaux chez Platon, il y en a plein chez Aristote, il y a le ciron chez Pascal, enfin, il y a plein d'animaux possibles. Et puis je l'ai pas fait parce qu'à l'époque, c'était devenu un peu à la mode. Elisabeth de Fontenay avait fait un livre sur les animaux. Je n'ai pas voulu donner l'impression que je copiais de ça. Et donc, quand je vois les animaux, je me dis, mais tiens, pendant très longtemps, nous sommes sous le signe du serpent. Euh, les Égyptiens, mais la Genèse. Et puis ensuite, les textes de la patristique. Le diable, c'est le serpent.
Donc il y a une grande partie dans ce livre qui est placée sous le signe du serpent. Puis après, je vois apparaître le chien. Et puis après, je vois apparaître le singe. Et puis je me dis, tiens, il y a des périodes, c'est étonnant, donc sous le signe du serpent, sous le signe du singe, sous le signe du chien. Et puis il y a des anecdotes célèbres avec des philosophes célèbres. Malebranche qui donne un coup de pied à un chien en disant, bah, de toute façon, il souffre pas, donc même s'il fait caille, 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 etc., c'est juste des horloges, des mécaniques, des rouages, etc. Donc c'est toute la question de l'animal-machine chez Descartes. Et puis le polype et la méduse. Je me dis, mais c'est quand même sidérant que, par exemple, Édouard Glissant, qui est le grand penseur de gauche du grand remplacement, lui il appelle ça la créolisation, mais il nous dit, il faut absolument créoliser le monde, c'est formidable, les mélanges et tout. Et lui, il prend un exemple sidérant. Et il est en Méditerranée, il est en vacances, il y a une petite fille, il y a des méduses, et puis il commence à lui raconter les méduses, et il aspire à une société de méduses. C'est quand même sidérant. Il dit chacun est dans son espace, ça ne communique pas, tout le monde vit sa vie, et puis il y a une espèce d'écosystème qui est, etc. Je dis, mais il oublie quand même que la méduse, c'est ultra urticant. Et moi, je me suis fait brûler par des méduses. Je dis, on s'en rend compte quand ça arrive. Et puis, il y a même une méduse, une cuboméduse, qui est mortelle pour l'homme. Et l'idée qu'on puisse placer le vivant, enfin la société à venir sous le signe de la méduse, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant. Et dès le XVIIIe siècle, j'en ai parlé tout à l'heure sur le début du fantasme de l'homme nouveau, il commence à réfléchir sur justement les polypes. Alors, est-ce que c'est de l'animal? Est-ce que c'est de l'humain? Est-ce que c'est du végétal? Ils savent pas trop, ils réfléchissent sur tout ça. Puis ils découvrent à un moment donné que si on sectionne le polype, hop, il continue de vivre. On sectionne, hop, il continue de vivre. Et puis on sait maintenant qu'il y a des polypes qui évoluent, et puis qu'à un moment donné de leur existence, plutôt que de partir vers la disparition, c'est-à-dire naissance, croissance, acmé d'une existence, décadence, naissance, disparition, une espèce de schéma qui marche pour tout, y compris pour les planètes, pour les univers, eh bien, il y a une méduse qui grimpe, et à un moment donné, quand ça pourrait être le début de la décadence, eh bien, elle repart dans le sens inverse. Et hop, et hop. C'est-à-dire, elle est toujours vivante, et on a aujourd'hui la possibilité avec des ciseaux génétiques, une femme formidable qui a eu un prix Nobel pour ça, elle travaille aux États-Unis, mais elle est française d'origine, et puis elle dit, bon, on a un filament d'ADN, et si sur ce filament d'ADN, vous réussissez à isoler ce qui rend possible ce processus de rétroversion, puis progression, rétroversion, progression, rétroversion, qui fait qu'on échappe à la mort, si vous dites, je coupe ces séquences-là, je les enlève, et je fais un copier-coller, et dans l'humain, je mets ça. Je mets de la méduse, et je programme pour qu'il y ait ça. Hop, reduplication, etc. Il va se passer quoi? Est-ce qu'il y a un moment donné où il va se passer dans le corps un travail de régénérescence, qui est ça? Ça peut être essayé. Je veux dire que je présume qu'il y a déjà des gens qui ont déjà essayé de fabriquer ça avec des souris, avec des animaux en laboratoire pour voir comment ça fonctionne. Mais les séquences d'ADN, on n'a pas encore euh, saisi tout ce qu'il y avait à faire avec ça. Mais on sait aujourd'hui que les maladies, les dispositions, les prédispositions, enfin toutes ces choses-là sont inscrites dans les filaments d'acide désoxyribonucléique, la fameuse ADN. Eh bien, si on peut enlever, par exemple, on sait aujourd'hui, on a dit, tiens, ça c'est responsable de l'hémophilie, clac, clac, copier, enfin sélectionner, couper, coller, comme avec l'ordinateur, on enlève la séquence, et quand vous avez un enfant, eh ben, il est plus hémophile, ou il est plus diabétique. Et puis vous dites, ben, après tout, alors les prédispositions au cancer, les prédispositions à tel type de maladie cardiaque, ou je sais pas quoi, eh ben, on peut faire ça aussi. Bon, on le fait pas parce que aujourd'hui on se dit, oh là là, c'est humainement, déontologiquement, faut pas faire ce genre de choses. Mais si on est capable, et on sait qu'on peut enlever de l'humain, mettre de l'animal, qu'on peut faire de l'animal, qu'on peut faire des chimères, les fameuses chimères de l'homme nouveau, elles sont susceptibles aujourd'hui de fonctionner. Eh bien, il y a dans la méduse peut-être de quoi travailler à l'immortalité des hommes. Je vois mal que les gens du transhumanisme ne s'emparent pas de ce genre d'informations. Je voudrais qu'on se reprojette un peu des millénaires en arrière, justement. Vous montrez que la notion d'âme immortelle dans Anima est bien antérieure à l'ère judéo-chrétienne, donc déjà avec les Égyptiens et le livre des morts, que vous qualifiez de matrice pour la religion chrétienne. Quelles sont les similitudes que vous décrivez entre les croyances égyptiennes et la religion chrétienne? C'est pas seulement l'Égypte, je pense que toutes les religions sont construites comme ça. C'est-à-dire que l'Égypte, elle hérite aussi de façons de penser très anciennes.
Je pense que dès qu'on découvre la sépulture, alors, on en a découvert et on est capable de les dater, mais il se peut qu'il y en ait eu précédemment et qu'on ne les ait pas trouvés. Donc c'est difficile de dire il n'y a que ce qu'on a trouvé. Ce qu'on a trouvé nous donne une date pour la naissance de la sépulture. Rien ne nous dit qu'il n'y avait pas des modalités d'ensevelissement avant qui, justement, étaient propres à disparaître. Si vous mettez un corps dans la terre, bah, par définition, des millions d'années après ou des milliers d'années après, vous n'allez plus rien retrouver. Donc, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné où sur ce corps, on va mettre des pierres. Et puis après, on va mettre le corps dans un cercueil ou dans un sarcophage. Et donc, il se passe quelque chose. Il y a un moment donné où on se dit, le mort, c'est pas rien. On peut dire, bah, après tout, on le laisse là, puis il va se faire manger par les animaux, puis bah, voilà. Ou après tout, on le cuit, on le mange. Il y a des gestions différentes du corps du mort. Et là, il y a un moment donné où on se dit, non, le corps, il faut absolument qu'on lui manifeste des égards, non pas eu égard au temps passé, du genre il a été vivant, donc c'est ça qu'on doit respecter, c'est il continue de vivre. Et Fraser a écrit L'homme du rameau d'or, mais qui est un formidable folkloriste. Moi, je trouve que c'est une belle expression, folkloriste, mais qui a fait des livres entiers là-dessus, au moins un livre en 3 volumes, sur la conception qu'ont eu les hommes primitifs de la gestion de la mort, en disant qu'est-ce qu'on fait de l'âme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une âme, elle est immatérielle, et comment peut-on s'adresser à elle? Alors il y a les prières, la nourriture qu'on donne, on amène de la boisson, on amène des choses à manger, on fait des sacrifices, les fumées s'en vont vers les dieux, on mange cette viande, on apporte à manger aux morts, on nettoie ses ossements, on les sort, on les remet, etc. Éventuellement, on les enterre dans la hutte dans laquelle on vit soi-même. Et à un moment donné, quand un enfant arrive, eh bien, c'est l'ancêtre qui revient, mais on vit quasiment sur le cercueil de ses ancêtres. Donc je pense que les Égyptiens arrivent tardivement. Je dis simplement qu'ils sont ceux qui nous ont laissé une trace écrite. Le livre des morts, c'est une trace écrite, donc on sait ce qui a été écrit, raconté, et les autres précédemment n'ont pas laissé de trace écrite, donc c'est juste l'archéologie qui nous permet de temps en temps de formuler des hypothèses. Alors les Égyptiens rendent possible Platon rend possible le christianisme, et il y a des choses du genre le dualisme, l'existence de l'immatérialité de l'âme, l'immortalité de l'âme, la possibilité pour l'âme de continuer à vivre après la mort, dans des lieux qui sont le paradis, l'enfer, le purgatoire, etc. Tout ça existe bien avant le christianisme. Si vous lisez le Phédon de Platon, il existe des enfers, il existe des paradis, il existe des métempsychoses, des métensomatoses. Alors la résurrection de la chair, c'est un truc très chrétien. Ça, c'est vraiment... Résurrection de la chair, ça n'existe pas en dehors du christianisme. Quand saint Paul vient à Athènes et qu'il enseigne ça, on dit, il est fou ce type. On peut dire plein de trucs. On dit, bah, vous allez vous réincarner en sauterelle ou en abeille. Ça, les Grecs trouvent que ça peut être dit. Mais si vous dites, ah non, 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 on ressuscite avec le corps qu'on a. Alors bon, c'est compliqué le corps glorieux, hein, mais résurrection de la chair. Et là, ils disent, celui-là, ça va pas, quoi. Puis bon, il se fait que la civilisation, elle va être paulinienne. Et elle va croire pendant 1000 ans à la possibilité d'une résurrection de la chair. Donc, D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous critiquez un peu, sans critiquer bien sûr, mais saint Paul, en expliquant qu'aujourd'hui la religion chrétienne est beaucoup plus paulienne que christique, et que saint Paul a créé une sorte de haine ou de détestation ou de rejet du corps. Vous l'expliquez aussi en raison de sa maladie de la peau. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? oui, parce que Jésus n'est pas le Christ, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas saint Paul, et puis voilà, c'est quand même très différent. Donc les gens disent, ah non, Dieu, Jésus, le Christ, saint Paul, on fait une espèce de mélange. Je dis, attention, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de haine du corps chez Jésus. Il n'y a pas un moment donné où il dit, ah non, c'est pas bien de faire ceci ou de faire cela. Pas du tout. Il vit des choses. Et puis, il ne nous dit pas, il faut manger ceci, il faut pas manger cela. Ou si vous mangez ça, c'est pas bien, c'est un péché. D'ailleurs, on voit son corps. Alors, en même temps, c'est pas un corps. On fabrique un corps qui est un concept. C'est si peu un corps qu'il a une mère, mais que sa mère est vierge. Il a un père, mais son père n'a pas contribué à sa naissance. Il a une enfance, mais on ne sait pas ce qu'est son enfance. Enfin, si, dans les écrits apocryphes, dans les évangiles apocryphes, mais très peu de choses. Il ressuscite des oiseaux, il fabrique des petites bestioles en terre cuite, en terre crue, et puis à un moment donné, il donne le souffle, et d'un seul coup, il crée du vivant, etc. Bon, ça a été considéré comme apocryphe, et on n'en parle pas.
Mais Jésus, c'est un concept. C'est le concept du Messie. Christ, ça veut dire ça. Jésus-Christ. Le Christ, c'est le Messie. Donc on nous dit, ce Jésus, c'est le Messie. Les Juifs nous disent qu'il va venir. Pas besoin de l'attendre, il est déjà venu. Il s'appelle Jésus, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Simplement, on a pris en amont en disant, tiens, c'est drôle, dans le Pentateuque, ils nous disent que le Messie fera ceci, fera cela, il dira ceci, il dira cela. Et comme par hasard, il a fait ceci, il a dit cela, etc. etc. Donc, bon. Puis après, vous ajoutez des couches. Donc vous ajoutez des couches astrophysiques, par exemple. C'est quand même étonnant que les grandes dates de la vie de Jésus, ce soit en relation avec les solstices et les équinoxes. Date de naissance, solstice d'hiver. Le moment où la nuit est la plus longue et où le jour est le plus court. Et le lendemain matin, du solstice, ça démarre, c'est le sens inverse. La lumière reprend de la puissance pendant que la nuit perd sa force. Et on se dit, bah voilà, Jésus, il arrive là. Donc c'est l'homme de la lumière. Et c'est le retour de la lumière, c'est la fin de la nuit. Comprenne qui voudra. Et puis vous voyez les équinoxes, etc. Après, vous ajoutez toute une mythologie, c'est-à-dire que dans les évangiles, il n'y a pas d'étable, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas d'âne. Contrairement à ce que les gens disent, ça ne se trouve pas dans les 4 évangiles, ça se trouve dans les évangiles apocryphes. On raconte des histoires comme ça, après on rajoute des choses. Et donc, Jésus, il ne mange pas ce que n'importe qui mange. C'est-à-dire, si Jésus, il est là-bas, dans la Palestine de l'époque, il mange un tagine, du couscous, il mange des loukoums, et puis voilà. Or là, il ne mange que du pain, du poisson, et il ne boit que du vin. Il ne boit pas du vin pour se désaltérer. Le vin, c'est l'annonce de ce qu'il sera. C'est le sang qui va couler, c'est le sang de la vigne du Seigneur, etc. Donc c'est l'annonce de la passion. Et quand il mange du poisson, le poisson, c'est le jeu de mots, ictus Christos, c'est l'annonce de Christ. C'est-à-dire, je suis Jésus, mais je suis en même temps le Messie. Le poisson est un jeu de mots qui permet de le dire. Puis après, ça permet, chez les premiers chrétiens, quand on ne sait pas si on a affaire à un ami ou un ennemi, de vous dessiner un petit poisson comme ça. On dit, on dessine un petit poisson, puis on dit, un petit poisson, vous êtes chrétien, vous aussi. C'est un peu le genre de signe de franc-maçonnerie, quoi. Enfin, on appartient à la même religion, enfin, à la même secte pour chasser. Et puis le pain, c'est le pain, le levain, c'est la possibilité de l'Église, c'est-à-dire que c'est la nourriture, c'est ce qui fait qu'à partir de la farine qui rend possible la vie, on va rendre possible le pain qui va être l'ecclésia, qui va être, etc. C'est-à-dire que Jésus ne mange que du symbole. Donc c'est un corps symbolique, c'est pas du tout un corps réel. Pas de relation sexuelle, pas de rire, pas de défécation, il urine pas, etc. Il défèque pas. Enfin, un corps, c'est aussi ça. Il transpire pas. Il pleure. Il pleure. Mais alors, ça, c'est pour montrer la compassion. Il aurait très bien pu montrer son humanité par, je sais pas quoi, je vais pas être vulgaire, enfin, par une rage de dents. Enfin, bon, il est jamais malade, Jésus. Il traverse l'existence, on le voit pas avec une rage de dents, avec un furoncle, avec une angine ou je sais pas quoi. Donc, on fabrique un corps de Jésus qui est un corps qui est un corps de papier pour moi. Je pense que la vérité est dite dans Saint Jean qui nous dit que le logos s'est fait chair. C'est-à-dire que c'est un verbe qui va prendre sa consistance. Et après, vous avez Saint Paul qui dit « Oh là là, moi je suis un juif, je m'appelle Saül, et puis j'ai contribué à la persécution des premiers chrétiens. Saint Étienne, premier martyr chrétien, il donne un coup de main. Et puis à un moment donné, chemin de Damas, pof, il voit Jésus qui lui dit « Pourquoi tu me cherches des ennuis comme ça ?» Puis il commence à parler avec Jésus, puis il dit bah, « Oui, bien sûr, j'ai compris, la vérité c'est Jésus. » Et là, il crée le judéo-christianisme. Et à ce moment-là, on lit ce qu'il écrit, les épîtres, Éphésiens, Romains, etc., aux Galates et aux Romains. Donc, et dans ces épîtres-là, il nous dit des choses que Jésus ne dit pas. Il ne nous parle pas de sexualité, Jésus ne dit pas que c'est pas bien, il ne nous dit pas qu'il ne faut pas qu'on ait de désir, il ne nous dit pas que le corps des femmes, c'est terrible, qu'il ne faut pas y toucher, etc., etc. Puis il parle à un moment donné de son écharde dans la chair, et sans nous dire ce que c'est. Et puis à un moment donné, il dit « Je veux que tout le monde soit comme moi ». Et donc il dit « Renoncez à la sexualité ». Et puis après, il dit, si vous ne pouvez pas renoncer, bon, c'est pas toujours facile d'être un héros ou un saint, alors mariez-vous. Et puis si vous vous mariez, alors le moins de sexualité possible. Pas de sexualité, c'est le mieux. Mais bon, il faut faire des enfants, alors sexualité, mais juste pour faire des enfants. On est quand même très loin de Jésus. Jésus, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que le corps des femmes était détestable, il n'a jamais dit qu'il avait une écharde dans la chair. Et cette écharde dans la chair, il y a une liste incroyable de maladies qui ont été associées à cette écharde dans la chair.
Et moi-même, j'ai commis l'erreur dans le traité de la théologie de me dire, mais on a dit beaucoup de choses. À l'époque, j'avais vu dans une biographie une synthèse de toutes ces pathologies possibles. Et puis je dis, mais il y en a une qui est pas répertoriée, c'est une question d'homosexualité refoulée. Ça pourrait être ça, et après tout, et puis j'ai repris pour ce livre les textes de Saint Paul que j'ai relus. Et il y a un moment donné où il dit quelque chose, je me dis, bah j'ai pas bien lu, quoi. C'est quelques pages plus loin. Il dit, cette maladie, je l'ai eue, je l'ai plus. Et elle était visible, on la voyait, comme je ne l'ai plus, elle n'est plus visible. Bon, alors je me dis, ça peut pas être une impuissance sexuelle, ça peut pas être une homosexualité refoulée. Une homosexualité refoulée, les gens le voient pas. Et puis, le jour où vous avez, je sais pas quoi, assumé votre homosexualité, eh ben, les gens ne le voient pas non plus. Donc, ça n'a aucun sens. Il y a plein de maladies qui disparaissaient. Et je me dis, des choses qui sont visibles à l'œil nu et qui disparaissent et que les autres peuvent avoir vu et ne plus voir, etc. Je me dis, bah, il y a que des choses visibles sur le corps. Donc, ça ressemble à une dermatose ou, je sais pas, un genre de lupus tuberculeux ou un truc comme ça qui aurait pu disparaître. Enfin, j'aimais ce genre d'hypothèse. Je dis simplement que Saint Paul est névrosé. Il y a un rapport à son corps, au corps des autres, au corps des femmes qui est problématique, qui n'est pas du tout le rapport que Jésus entretient à son propre corps. Et je dis, quand le christianisme devient religion officielle, avec Constantin au début du IVe siècle, c'est Saint Paul qui fait la loi, c'est pas Jésus. Et je pense que Jésus n'aurait pas beaucoup aimé toutes ces sottises de Saint Paul. Le Jésus qui chasse les marchands du temple avec un fouet ou avec une corde transformée en fouet, ça dépend des traductions. Eh bien, ce Jésus-là, il aurait dit à Saint Paul, mais ça va pas, quoi. D'où tiens-tu ça? Voir Marie-Madeleine, voir la femme pécheresse, voir qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, enfin toutes ces choses. Il y a une espèce de compassion à l'endroit des femmes ou de cette femme à qui il est annoncé qu'elle sera pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé, qui était prostituée. Ben, c'est pas Saint Paul, qui dit très exactement le contraire. Donc je dis effectivement que le paulinisme a généré une espèce d'hystérie pendant plusieurs siècles. Je consacre un chapitre à ceux que Jacques Lacarrière, le regretté Jacques Lacarrière, a appelé les athlètes du désert. C'est-à-dire ce que ces gens ont été capables de faire en vivant 20 ans en haut d'une colonne de 20 mètres, par exemple, ou en vivant dans des arbres dont les creux étaient remplis d'épines, ou en buvant des eaux croupies, ou en mangeant des nourritures avariées, mais à dessein, et en faisant ça pendant des années. Enfin, je dis, mais il y a eu pendant 3 ou 4 siècles un christianisme qui a été délirant, quoi. Je pense que Jésus aurait dit à tous ces gens-là, ça va pas, arrêtez, quoi. Vous avez vraiment l'impression que en mangeant des fruits pourris, vous vous rapprochez de Dieu. C'est n'importe quoi. Il y a une autre idée commune que vous battez en brèche, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, vous dites que l'Église n'a pas toujours été hostile à l'avortement, justement à cause d'une conception de l'âme qui a été orientée par saint Thomas notamment. Euh, Comment vous l'expliquez à ce niveau-là et est-ce que ça a duré combien de temps cette période? Alors, il est bien évident que Jésus n'a jamais dit pas de préservatif, pas de contraception, pas d'avortement. Ouais. Il n'y a aucune indication sur la sexualité chez Jésus, jamais, nulle part. Si ce n'est de la compassion. Une pratique chez lui qui est une pratique asexuée, mais pas de critique. La sexualisation du péché, c'est chez saint Augustin. C'est pas exactement chez saint Paul, mais saint Augustin, il nous dit, mais comment ça se fait? Il s'en voulait parce qu'il avait un passif aussi compliqué. Oui, c'est un passé de libertin. Et à un moment donné, il dit, bon, le péché originel, c'est quoi? Alors, le péché originel, vous avez un serpent qui tente Ève et qui lui dit, ah si, goûte-le, le fruit de l'arbre défendu, c'est l'arbre de la connaissance. Donc moi, mon hypothèse, c'est que le tentateur, il dit, ne cherche pas à savoir, fruit de l'arbre de la connaissance. Et donc le péché, c'est ça. Alors, d'autres disent, c'est péché d'orgueil. Je veux bien que ce soit péché d'orgueil. Mais de fait, c'est ne cherche pas à savoir. Si tu cherches à savoir, je suis mort, moi, Dieu. Parce que si tu fais fonctionner ta raison, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a un moment donné, saint Augustin, il dit, mais Ève, elle est coupable. Mais pourquoi est-ce que Adam il serait coupable? Et puis pourquoi est-ce que les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, sont coupables? Et puis pourquoi est-ce qu'il y a une malédiction sur la suite? Et puis pourquoi, etc. etc. C'est quand même une question, comment ça se transmet, le péché originel? Et il dit à un moment donné, bah, de toute façon, il y a un truc très simple, c'est que si on est là, c'est qu'on a tous procédé d'un acte sexuel entre nos parents. Il y a eu un accouplement, donc il y a eu du sperme qui est rentré du corps de l'un dans le corps de l'autre, etc. Et ben, il dit, voilà, ça se transmet par le sperme.
Donc s'il y a une relation, c'est la relation sexuelle qui est coupable et pécheresse. Et donc à ce moment-là, on sexualise le péché originel, et puis on va dire le désir, le plaisir, les passions, les pulsions, c'est pas bien, tout ça. Pendant des siècles, les prêtres sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des femmes, et ça ne pose aucun problème. Simplement, ce sont les conciles qui décident de ces choses-là. Et les conciles ont dit tout, et le contraire de tout. Ils ont dit des choses, puis à un moment donné, ils reviennent sur un sujet, puis bon, voilà. Et avorter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des relations sexuelles et que c'est coupable. Donc il ne faut pas avorter. Alors les femmes de mauvaise vie, les prostituées qui font commerce de leur corps, on dit, bah non, elles avortent parce que elles ont du plaisir au plaisir. Et ça, c'est pas bien. Donc l'avortement, c'est pas bien. Et puis les conciles décident en disant, mais c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien? Et la question de l'âme, eh bien on se dit, mais quand est-ce qu'elle arrive? De la même manière que la question de la généalogie du péché originel, c'est par le sperme, dit saint Augustin, par la relation sexuelle, il y a un moment donné où il dit, mais l'âme pécamineuse, l'âme qui porte le péché, quand est-ce que ça se transmet aussi dans le corps? Et est-ce que quand un enfant naît, est-ce que quand le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, il y a déjà de l'âme? Ou y a-t-il de l'âme plus tard? Est-ce que l'âme arrive à la naissance? Ou est-ce que ça arrive dans le corps de la mère? Et si ça arrive dans le corps de la mère, à quel moment est-ce que ça arrive? Et saint Augustin dit c'est non. Jamais l'avortement, non, on ne touche pas, etc. Mais saint Thomas d'Aquin dit mais ce qui est coupable, c'est d'attenter à l'intégrité de l'âme. Mais si dans le corps de l'enfant, l'âme arrive à un moment donné, tant que l'âme n'est pas arrivée, bah, c'est pas un péché. Et il y a chez saint Thomas d'Aquin cette idée que, alors j'ai oublié la date, le nombre de semaines, peut-être l'avez-vous en tête, mais 21, Oui, hein, je crois que c'est ça, 21 semaines. Oui, mais il y a des étapes, c'est-à-dire il y a une première étape à 4 jours. Oui, donc il y a un moment donné où il nous dit, quand l'âme arrive à un moment donné, et tant qu'elle n'arrive pas, un être sans âme, on peut en avorter. Ce qui correspond d'ailleurs physiquement au niveau de la médecine entre les différents types d'avortements qui peuvent arriver. Possible. Non, mais je ne suis pas rentré dans des traités d'embryologie pour savoir si c'était fondé ou pas, mais ce que je retenais comme idée, c'est que pour certains, dès qu'il y avait du sperme, c'est-à-dire dès qu'il y avait conception, il y avait transmission de l'âme et l'âme était pécamineuse, saint Augustin. Chez saint Thomas d'Aquin, pas du tout, il y a du sperme, c'est normal, il le faut pour qu'il y ait une conception, mais l'âme arrive après. Et si l'âme est pécamineuse, alors elle arrive à un moment donné. Il donne une date, je vous dis, j'ai pas exactement la date en tête, mais il dit en deçà de cette date, l'avortement est défendable. Avant que l'Église, dans un concile, dise non, c'est interdit, on respecte la vie, etc. Et elle est restée, je ne sais pas si c'est le concile de Trente, là je ne voudrais pas m'avancer, mais jusqu'à ce qu'aujourd'hui, certains l'Église officielle nous disent que c'est interdit de facto. Il y a un autre penseur aussi que vous critiquez beaucoup, c'est Descartes. Parce qu'effectivement, votre livre est construit vraiment en 3 parties. Et là, ça concerne la partie de tout ce qui est de la déconstruction de l'âme. Et vous expliquez que Descartes, il a déconstruit l'âme avec la description de la glande pinéale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la glande pinéale, c'est l'épiphyse, ce qu'on nomme aujourd'hui l'épiphyse, et c'est ce qui, dans le cerveau, semble être sans double. C'est-à-dire que dans le cerveau, Descartes, il dit on coupe en deux et on a 2 hémisphères, enfin tout se ressemble. Coupez en deux le cerveau et vous avez une espèce de bilatéralité, enfin il y a 2 côtés et qui semblent se répondre. Puis il dit mais c'est la même chose, vous coupez quelqu'un en deux, vous avez les 2 yeux, les 2 nez, les oreilles, etc., les 2 bras, les 2 jambes, etc., les 2 testicules, enfin vous avez vraiment une espèce de similarité parfaite entre 2 moitiés, d'où aussi toute la théorie de l'androgyne chez Platon. Et il dit simplement, il y a un truc dans le corps, il y a un lieu du corps où il semble n'y avoir qu'une unicité, pas de duplicité. Il n'y a pas 2 glandes pinéales, il n'y en a qu'une. Et là, il commet ce que Bachelard appelle dans la formation d'esprit scientifique une erreur épistémologique, enfin ce qu'il appelle un obstacle épistémologique, c'est-à-dire qu'il dit, il y a un, donc il n'y a pas 2, s'il n'y a pas 2, c'est là que la liaison se fait. Joli raisonnement, sauf que ça ne marche pas. Et donc il dit, la liaison de la substance étendue et de la substance pensante s'effectue dans la glande pinéale, qui est une glande matérielle. Et donc Régis, si l'on veut, en français, a une correspondance avec lui et il le titille là-dessus. Il lui dit, oui, enfin bon,
Est-ce que vraiment, bon, ça dure des pages et des pages. Et j'avais pas lu la correspondance de Descartes, je l'ai lu pour ce livre. Et j'étais très heureux de découvrir cette correspondance, pas seulement avec Régus, mais aussi avec Mersenne, avec plein d'autres. Gassendi, c'est terrible quand même la correspondance avec Gassendi. Et là, on voit bien que Descartes, il ne parvient pas à s'émanciper de la religion. Et c'est comme Kant. Et Kant, à un moment donné, il fait une critique de la raison pure extrêmement violente contre plein de choses, contre la métaphysique occidentale. Puis à un moment donné, il se dit, mais si j'appuie sur le détonateur, tout explose, quoi. Il dit, bon, quand même, je postule l'existence de Dieu, de la liberté et de l'immortalité de l'âme. Postuler 600 pages après, est-ce qu'on avait besoin d'analytique transcendantale, de dialectique transcendantale, de qualité, quantité, relation, modalité, de forme a priori d'insensibilité? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de tout ça pour postuler? Non. Eh bien, Descartes, c'est la même chose, il veut sauver le christianisme. Il n'a pas envie d'avoir des problèmes comme Galilée. Il le dit en permanence, en disant, moi, je suis français, mais je vis là aux Pays-Bas, je vais être tranquille, je veux pas qu'on me retrouve. Il déménage, il se planque. Sa devise, c'est l'Arvatus Prodeo, avance masqué. Et il a peur de son ombre, Descartes. Et s'il se met à dire, oui, l'âme est matérielle, bah, immédiatement, il se dit, je vais prendre la Sorbonne sur le dos, je vais prendre l'Église, je vais avoir des problèmes comme Galilée, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et donc, il tournicote, il bricole, il parvient pas à dire que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa métaphysique. Au moins chez Kant, ça s'appelle un postulat, bah, postuler le contraire, puis l'affaire est réglée. Lui, il nous dit non, j'ai ouvert des cerveaux, donc j'ai vraiment travaillé sur la matière. Et quand je travaille sur la matière, je vois le lieu où l'âme se lie au corps. On dit, mais où avez-vous vu ça, quoi? Et donc, vous n'avez rien vu, parce qu'il n'y a pas d'âme. Et Régis, à un moment donné, sur la fin, il dit non, il y a une âme, elle est matérielle, et puis Spinoza reprendra la suite, et puis après, on a tout le matérialisme français, la Métrie, Helvétius, etc., Méliès d'abord, et Dolbach, et tous ces gens qui disent non, tout ça est matériel. Ce qui est intéressant aussi, en fait, ça me fait revenir au début de cet entretien, lorsqu'on parlait justement du transhumanisme, c'est que vous trouvez les origines du transhumanisme à Condorcet. Pourquoi? Parce que dans le 10e tableau de son histoire des progrès de l'esprit humain, il nous dit qu'il va falloir envisager une espèce de passage entre les espèces et que les animaux et les hommes pourraient avoir des relations sexuelles, copuler et fabriquer une espèce des chimères, quoi, ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire un mélange d'animal et d'homme. Et il pense qu'avec ces animaux-là, oui, ces animaux humains, on pourrait disposer de domestiques. Et il dit, on y arrivera. Alors quand on lit ces choses-là, c'est quand même, tout ce texte-là, c'est quand même assez impressionnant parce que, bon, il nous raconte les progrès passés. Bon, c'est assez facile de faire un tableau de ce qui a eu lieu. Et puis il dit, dans l'avenir, il y aura ceci, il y aura cela. Et c'est assez impressionnant quand il parle de l'égalité des hommes et des femmes, de la démocratie, de la culture, de la possibilité pour les hommes d'accéder au savoir, etc. On se dit, ben, ça c'est quand même très prémonitoire, quoi. Et puis, il y a ce moment où il dit, et puis on fabriquera une humanité dans laquelle, effectivement, on aura des hommes nouveaux avec des expériences singulières. Alors, Maupertuis, par exemple, parle de haras humain. C'est-à-dire qu'il pense que l'eugénisme fait partie du progressisme. L'eugénisme est un progressisme, contrairement à ce que pensent les gens qui, la plupart du temps, quand ils entendent eugénisme, pensent tout de suite à Adolf Hitler. Adolf Hitler, il inscrit son eugénisme dans une tradition eugéniste. Cette tradition, elle existe chez Platon. L'idée qu'on prend un grand costaud musclé, puis on prend une très belle femme avec des jolis seins, des jolies hanches, ils font des enfants et ça va faire des êtres magnifiques, etc. Bon, il ne connaît pas la génétique, il ne connaît pas tout ce qui est récessif, dominant, enfin ça c'est les petits pois de Mandel, c'est beaucoup plus tard. Mais l'eugénisme, il est déjà dans le communisme de Platon, mais par la suite, là le 18e dit, mais avec la science, on doit pouvoir faire des choses assez incroyables, et Maupertuis dit, mais fabriquons des haras. Ce qu'on fait dans les haras avec des sélections de chevaux, pour se dire, mais finalement, ce cheval, il court très vite, cette jument, elle a des belles formes ou je sais pas quoi. Allez hop, on prend l'étalon, la jument, et on fait des petits, puis on les élève, puis les moins bons, on les met de côté, les meilleurs, on les fait, encore une fois, on fait des saillies, et puis on obtient des produits, etc. Ce que font tous les gens dans les haras, hein, c'est pour ça les haras, pour sélectionner des races. Eh bien, ils disent, mais pourquoi on ne ferait pas ça avec les hommes? On sélectionnerait des races et on fabriquerait une espèce d'homme parfait, d'homme nouveau. La science contribuerait au progrès de l'humanité, etc. Et ça, c'est clairement écrit. Donc j'ai été moi-même surpris parce que j'avais fait une fiche sur ça.
J'avais, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, j'avais fait une fiche sur ce livre de Condorcet. Et quand j'ai repris ce texte, mes fiches, mais je l'avais écrit quoi dans mes fiches, mais ça m'avait pas retenu l'esprit. Je suis, bon, oui, d'accord, très bien. Puis c'est après qu'on se dit, mais bon sang, c'est une drôle d'idée que cette idée eugénique qu'ont eu, pas tous, mais enfin une partie des philosophes dits des Lumières, quoi. Les Lumières, c'est pas forcément ce qu'on dit. Rousseau a aussi la logique de se dire de construire vraiment un homme qui soit une sorte de surhomme. Oui, il y a chez Rousseau cette idée que l'homme est naturellement bon, et que si on lit le discours sur les sciences et les arts ou le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, on se dit, il y a une espèce de délire sur les hommes, quoi. Les hommes primitifs, ils mangent des glands, ils boivent l'eau des fontaines ou de la rivière, ils travaillent juste ce qu'il faut pour produire deux ou trois petites choses, et encore même pas, quand ils travaillent, ils vont chercher des baies, ils cueillent des fruits, de temps en temps ils chassent un peu, ils pêchent, et puis ils survivent, c'est formidable, c'est extraordinaire. Puis après il nous dit, et le premier qui s'avisa d'enclore et de dire ceci est à moi, bah, le péché originel c'est la propriété. Et là, à partir de ce moment-là, l'homme devient méchant. Et Rousseau nous dit, d'abord il nous dit, l'homme naturel, c'est une hypothèse. Puis après il nous dit, cette hypothèse, qui est quand même très vraisemblable, puis 10 pages plus loin, c'est plus devenu une hypothèse, c'est devenu une réalité, puis à la fin c'est une vérité. On se dit, mais il va quand même très vite là, Rousseau, il pose une hypothèse et à la fin c'est devenu une vérité. Et il nous dit, la cause du mal, c'est la propriété. Parce qu'à partir du moment où il y a eu la propriété, il y a eu le mal. Mais je dis, mais dans son texte, il dit pourquoi il y a de la propriété parce que les gens ils veulent enclore leur maison. Bah tiens, il y avait donc une maison avant la propriété. Ça veut dire que avant la propriété, il y avait déjà la propriété. Donc il ne nous dit pas qu'il y a des hommes inégaux et qu'il y a des gens qui ont l'esprit d'entreprise et des gens qui ne l'ont pas. Que certains ont fabriqué des maisons, que d'autres n'ont pas fabriqué des maisons, et que ceux qui disent ah mais moi j'ai pas de maison, je vais prendre ta maison, ils disent juste à un moment donné, moi je mets une barrière et j'enclos ma maison parce que c'est ma maison, j'y ai travaillé, donc il n'y a pas de raison qu'elle t'appartienne. Et il dit c'est le début de la fin. Ah oui, mais il pourrait s'intéresser à l'anthropologie de son propre discours, ou à l'épistémologie de son propre discours plutôt, une épistémologie de son discours qui lui permettrait une autre anthropologie, parce qu'il se dirait que ce n'est pas la propriété, ça n'est pas la clôture qui est problématique, c'est que certains ont eu l'idée de faire une maison et d'autres pas, et que ça précède ça, la propriété, qui est l'enclosure, pour le dire avec un néologisme emprunté aux anglo-saxons. Et donc cette idée fautive devient une idée vraie, dans le cerveau dérangé, détraqué de Robespierre. Et c'est ça qui est problématique. Cette idée de dire, allez hop, on supprime toute la propriété, et puis on va avoir un homme régénéré. Parce que l'expression régénéré est chez Condorcet, elle est chez Maupertuis, elle est chez Diderot. On parle d'homme régénéré. Ça veut dire qu'il y a un homme dégénéré. Je suis toujours très étonné de voir que l'abbé Grégoire écrit un texte sur les Juifs, qui est présenté notamment par Robert Badinter comme une espèce de sommet, sommet de la pensée des Lumières sur les Juifs. Mais je ne vais pas faire l'affront de demander à Robert Badinter s'il a vraiment lu le livre qu'il a préfacé. Mais ce que dit l'abbé Grégoire, c'est que les Juifs, ils sont formidables quand ils ont cessé d'être des Juifs. Un bon juif, c'est un juif qui arrête d'être un juif. Je dis, les juifs, ils sont quand même un peu bizarres, les femmes sont lubriques, ils ont des coutumes un peu cinglées, enfin, il n'y a pas plus antisémite que ce texte. Et l'abbé Grégoire nous dit, quand les juifs cesseront d'être juifs et qu'ils deviendront des vrais républicains français, qu'ils auront laissé de côté tous ces trucs-là, toute cette juiverie, etc., ah là, on aura vraiment affaire à des juifs acceptables. Donc c'est vraiment l'assimilationnisme total. Eh bien, on se dit, c'est le même personnage qui nous dit il faut détruire les langues régionales, il faut détruire le breton, l'occitan, etc., parce qu'il faut que tout le monde parle le français. Les ordres qui viennent de Paris doivent pouvoir être compris aussi bien à Brest qu'à Dunkerque. Quoi. Je ne sais pas si Dunkerque existait, oui, à l'époque, bien sûr. Mais on se dit, voilà quelqu'un qui a Condorcet, voilà des gens qui ont pensé l'eugénisme, ont pensé l'idée qu'on pouvait refaire l'humanité, on pensait que les Juifs étaient des dégénérés et qu'il fallait les régénérer dans la République et que la République, c'est le grand creuset de la régénération des hommes dégénérés. C'est toujours très dangereux de dire qu'il y a des hommes dégénérés, qu'un Juif est un dégénéré,
que un ouvrier est un dégénéré et qu'il va falloir refaire l'humanité en la régénérant, alors avec le christianisme pour saint Paul, mais là avec une société qui deviendrait, sinon communiste, du moins égalitaire dans la répartition des biens, etc. On sait bien qu'il n'en était rien, que Robespierre est l'homme de la bourgeoisie et que ça n'est ni Hébert, ni Gracchus Babeuf, et que tous ces gens-là qui étaient des communistes pensaient autre chose et autrement que Robespierre à l'époque. Dans cette période révolutionnaire, vous évoquez d'ailleurs l'histoire peu connue du fils de Louis XVI, donc Louis XVII. Quel fut son sort et pourquoi vous estimez que son âme décapitée fut celle du dernier homme? Parce que c'est long à raconter, mais parce que quand on décapite Louis XVI puis Marie-Antoinette, on oublie que les Jacobins ont aussi tué Louis XVII. Le principe de la monarchie, c'est que quand le roi meurt, le fils du roi devient le roi. D'où l'expression le roi est mort, vive le roi. Sous-entendu, le roi est mort, Louis XVI est mort, vive Louis XVII. De sorte que quand Louis XVI se fait décapiter, Louis XVII devient roi de France. Et Louis XVII, roi de France, est gardé par des Jacobins qui le maltraitent. Il y a un nommé Simon qui est un Jacobin qui torture cet enfant. Qui torture cet enfant. Et donc, on le lave pas, on ne l'habille pas, on lui coupe pas les ongles, on lui fait boire du vin, on lui fait chanter des chansons révolutionnaires. Quand on le retrouve à genoux en train de prier la nuit, on lui met des bassines d'eau glacée en On plein fait hiver insulter sur sa la tête. mère. On le fait souffrir, on lui mène une vie impossible, et puis à un moment donné, on le met même dans une cellule qu'on mure, et puis on lui donne à manger comme une bête à qui on ne parle pas. Et alors, il y a un moment donné où effectivement, il y a un autre personnage qui prend la suite, et puis quand c'en est fini avec les Girondins, avec les Jacobins, il y aura des Girondins qui seront un peu plus humains, qui le sortiront un peu, qui lui parleront, etc. Mais enfin bon, et cet enfant a été fabriqué comme un roi, c'est-à-dire avec la politesse, la courtoisie, l'intelligence, etc. Et il y a un moment donné où le fameux Simon, là, le Jacobin, lui dit, alors il paraît que les Vendéens vont venir te chercher et ils pourraient te libérer d'ici. Qu'est-ce que tu ferais si, s'ils arrivaient ici et qu'ils te libèrent? Et, le petit roi lui dit, je te pardonnerai. Et l'autre dit, eh bien moi je te tuerai. Eh bien, on voulait fabriquer un homme nouveau avec Louis XVII, c'est-à-dire on voulait fabriquer un homme sans foi ni loi, brut, faisant couler le sang au nom des idées. Et cet enfant, il dit, moi j'ai été fabriqué comme un catholique qui pardonne. Eh bien, t'es pas quelqu'un de bien, parce qu'il avait cessé de parler à ces gens-là, il était mutique cet enfant, et il a dit, moi je te pardonnerai. C'est-à-dire quand vous êtes dans une cellule maltraitée par des gens qui vous pourrissent la vie, qui vous détruisent la vie, qui vous salissent à tous les sens du terme, qui vous maltraitent, qui vous menacent de la mort, et bien vous dites, je te pardonnerai, moi je te pardonnerai. Et l'autre qui dit, moi je me vengerai, je te tuerai, etc. Et je dis, mais on ne parle pas de ce second régicide. C'est un régicide. Et donc, moi j'aimerais faire un film sur cette période-là, justement pour raconter la vie de cet enfant, et qu'on a tué à petit feu pendant 2 3 ans, et dont on ne parle évidemment pas. Donc, quand vous parlez de la Révolution française, parlez un peu de Louis XVII, ce qu'on lui a fait, les tortures de ces Jacobins qui ont voulu fabriquer un homme nouveau et qui n'ont fait que tuer un enfant. Je pense que c'est une histoire à raconter. Et est-ce qu'aujourd'hui, un autre type de roi, qui est le président Macron, est cet homme nouveau? Oui, non, mais je pense que lui, il est le prophète. Enfin, il est le prophète. Il est le petit bras armé de cette idéologie du transhumanisme, des lobbies LGBT, de la tyrannie des minorités, enfin de tous ces gens qui pensent que à 5 ans, un enfant peut choisir sa sexualité, que en dessous de 10 ans, vous avez le droit de devenir homosexuel, mais que si vous avez des relations sexuelles avec un adulte quand vous avez 15 ans et que vous êtes une fille, alors là, cet adulte, il faut absolument le vouer aux gémonies. Enfin, il y a une espèce de délire, c'est-à-dire il y aurait une majorité sexuelle des enfants à 4 5 ans pour changer de sexe, mais il n'y aurait pas de majorité sexuelle à 15 16 ans quand on a envie de coucher avec un adulte. Enfin, je trouve qu'on marche sur la tête. Et oui, Emmanuel Macron est l'homme du wokisme, mais il se fait déborder par ça, hein. Je pense que
Je ne le crois pas très intelligent et pas très cultivé, contrairement à ce qu'on raconte. Et je pense que il est là pour les marchés financiers et que il a été placé là pour ça. Et que tout ce qui permet la puissance des marchés financiers donne son accord. Mais donc, quand il voit que le wokisme, l'islamo-gauchisme fait le jeu de tout ça, Mélenchon, il n'y a pas plus idiot utile du capitalisme, et d'un seul coup, il est en train de voir que bon, ça produit des effets, et que bon, ça va peut-être plus vite que ce qu'il aurait pu imaginer. C'est un peu l'histoire de l'apprenti sorcier. Enfin bon, on connaît le poème symphonique de Paul Dukas, mais c'est d'abord un texte, enfin c'est en amont un texte de Goethe qui est surtout une image empruntée à Lucien de Samosate, et ce sorcier qui déclenche quelque chose qui déborde, quoi. Et je pense que là, Macron est un peu perdu, notamment pour ça, quoi. C'est-à-dire ça part dans tous les sens, il ne sait pas trop ce qui lui arrive, et puis qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous voulez refaire l'école? Ça n'a aucun sens. Vous voulez refaire la culture française? Ça n'a aucun sens. Vous voulez refaire les réseaux sociaux qui ne vous appartiennent pas de manière planétaire? Tout ça n'a aucun sens. Donc c'est une espèce d'idiot utile du transhumanisme planétaire qui vise à la réification de tout. Il faut que tout soit transformé en chose parce qu'une chose, ça se vend, ça s'échange, ça se monnaie. Alors là, ils sont très heureux quand ils font ça, ces gens-là. Donc, l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, hein, pas l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, mais cette idée que vous pourriez aujourd'hui avorter d'un enfant jusqu'à l'âge de 8 mois et demi, 9 mois presque, parce que ce ne serait plus votre projet et que pour des raisons psychosociales, vous pourriez demander un avortement d'un enfant à quelques jours de naître. Ça a été voté, je le rappelle, ça a été voté, hein, je le rappelle, à l'Assemblée nationale par la République, enfin par les Macroniens, là, je ne sais même plus comment ils s'appellent, Renaissance maintenant, mais par la France Insoumise, mais par les écologistes, mais par les communistes et par les socialistes, qui tous ont voté ça. C'est-à-dire que cette loi est passée à l'Assemblée nationale. Il se fait que le Sénat, dans sa sagesse, l'a refusée, donc on en est resté là. Mais cette idée qu'on peut réifier un enfant dans le ventre de sa mère et qu'à 9 mois, on peut tuer un enfant pour des raisons psychosociales, de la même manière qu'on peut acheter et vendre un enfant ou louer son utérus, alors là, il n'y a pas plus réification que ça. Et l'idée que la gauche soit du côté aujourd'hui de cette réification, c'est-à-dire cette idée que finalement, de la même manière que les prostituées louent leur utérus ou leur vagin, eh bien d'autres louent leur utérus, d'autres vendent leur sperme, d'autres leurs ovules, on a un grand marché de tout ça. Et de fait, pour ça, il faut pas de peuple, il faut pas de nation, il faut pas de France, il faut pas de tradition française, il faut pas en appeler à la pensée critique française, il faut être du côté du capital. Et de fait, c'est actuellement ce qui a lieu. Donc je pense que Macron se fait déborder, mais après tout, il fait de l'argent. Et puis, quand il aura cessé d'être président de la République, il en fera encore. Je crois que c'est son seul idéal. Qu'est-ce que vous avez pensé, c'est vraiment lié à l'actualité, mais pendant cette période compliquée du 49-3 et de la réforme des retraites, qui a quasiment été imposée par Emmanuel Macron, il y a eu toute une série de coming out au sein de la République En Marche, de ministres qui allaient, certains en une de Tétu, d'autres dans Paris Match, allaient essayer presque de détourner l'attention. Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ouais, je pense que la politique est faite par les cabinets conseils de publicitaires aujourd'hui. Je rappelle que, enfin, ou je l'apprends peut-être à ceux qui ne l'auraient pas su, mais que le jour de l'attentat du Bataclan, euh, François Hollande est en train de mener une réunion et il arrête cette réunion et il part en urgence sur place. Et non, c'était pas le Bataclan, c'était Charlie Hebdo. Et il a son conseiller en communication. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'il est son chef d'état-major, qu'il est le patron de la police ou du renseignement, qu'il est, enfin, je sais pas, il part avec sa chargée de communication. Donc, vous dites que dans un moment comme ça, qui est quand même terrible, vous n'oubliez pas votre chargé de communication. Donc, bah oui, je pense que ce sont des gens qui appliquent une feuille de route, c'est la feuille de route du capital, des maastrichtiens, et que tout est bon pour faire passer ça, et que les conseillers en communication disent, bon, demain diversion, après-demain diversion, surlendemain diversion. Là, aujourd'hui, je veux dire, on est en train de parler de Mayotte, et d'un seul coup à Mayotte, on va faire des opérations policières pour évincer les Comoriens qui sont là. Très bien, formidable, entreprise de détournement du regard. Aujourd'hui, tous les médias ne parlent plus que de ça. Donc la retraite, c'est fini, elle est passée, on passe à autre chose. Après, il fait son petit tour. Là,
La campagne présidentielle qu'il n'a pas faite pour être réélu, il est en train de la faire. Donc il se fait élire, puis après il fait une campagne présidentielle. Vous pensez qu'il va agir sur l'immigration ou qu'il va reporter sans cesse la réforme? En France? Oui. Non, c'est le noyau dur des Maastrichtiens. Donc il faut détruire les États, les nations, les peuples. Et pour ce faire, il faut augmenter l'immigration. L'Europe le dit très clairement. Et donc, non, au contraire, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Alors là, c'est une diversion. Il fait ça là-bas, mais pourquoi il ne fait pas ça dans le 9-3, par exemple? Et là, effectivement, ça aurait une autre portée. C'est assez facile d'aller chercher des pauvres Comoriens. Et, voilà, ils ne vont pas se faire accueillir avec des kalachnikovs, hein. S'ils faisaient ça dans le 9-3, ce serait moins facile, hein, avec des gens qui sont dans le même état. Là, c'est fort avec les faibles avec les forts. Merci Michel Onfray pour cet entretien dense mais vraiment, vraiment passionnant. J'invite tous nos auditeurs à se procurer votre ouvrage Anima avant de découvrir le prochain. J'imagine peut-être l'année prochaine. En même temps, vous écrivez aussi, vous écrivez vite. J'invite également tous ceux qui nous suivent à ne pas hésiter à regarder les dernières FAQ qu'on a réalisées sur Livre Noir. On vous présente nos futurs projets de développement, notamment un grand documentaire justement sur la question de l'immigration pour essayer de faire parler de ce sujet qui est sans cesse reporté et pour l'organisation d'un événement de rentrée en septembre, ce qui nous laisse le temps de l'organiser autour justement de ce thème de l'immigration. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà nous le signaler, remplir nos formulaires et également prendre votre place en avance. Encore merci Michel Onfray, merci de votre temps qui est précieux et je souhaite à tout le monde un excellent dimanche soir. Merci à vous. Cette vidéo est réalisée avec le soutien de Terre de France, une collection entièrement fabriquée en France et qui reverse ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Chaque mois, nous ajoutons de nouveaux produits issus du savoir-faire incomparable de nos artisans. Nous avons besoin de vous pour créer un écosystème patriote et responsable. Retrouvez-nous sur terredefrance.fr.